tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Une page importante de l'histoire du Parlement camerounais a été tournée hier à l'Assemblée nationale et au Sénat avec le départ de Kavayi Guédibril, 34 années passées au perchoir du côté de la chambre basse du Parlement camerounais, et puis Niat Jifenji Marcel qui entre dans l'histoire comme le tout premier président de la chambre haute du Parlement camerounais, le Sénat, depuis sa création. Ils étaient considérés comme des barons du régime, pratiquement intouchables. Finalement, ils ont été touchés hier à la grande surprise, si on s'en tient à tous les commentaires enregistrés jusque-là, sauf qu'au lendemain justement de l'effet de surprise, les questions fondamentales sont posées. Est-ce qu'on est là face à un acte fort, un signal fort du président de la République au lendemain de son discours d'investiture le 6 novembre 2025, ou son message à la nation le 31 décembre 2025 justement, où il annonçait des changements? Sommes-nous là dans le cadre de ces promesses tenues? Est-ce que c'est un signal fort? Comment pourrait-on analyser ce signal s'il est considéré comme un signal fort dans notre pays? La page qui tarde à être tournée, c'est celle des délestages et des coupures intempestives, de plus en plus récurrentes d'ailleurs, d'énergie électrique. On salue ceux qui peuvent recevoir chez eux ce soir, parce que eux, peut-être qu'ils ont eu la chance de ne pas être concernés par le délestage qui sévit depuis ce matin dans plusieurs quartiers de Yaoundé. Entre-temps, on considère également qu'une bonne partie de ces délestages et de cette partie-là à ce trafic sur les réseaux électriques. Il y a d'ailleurs une opération qui est lancée depuis le 16 mars dernier avec des découvertes incroyables où les individus ont réussi pratiquement à distribuer l'énergie électrique, des câbles électriques à des blocs entiers, se faisant beaucoup d'argent. Le ministre de l'Énergie a lancé cette opération, et au regard des premiers résultats, on a l'impression que finalement personne n'est à l'abri. Tout le monde peut être coupable d'une façon ou d'une autre dans le cadre de cette lutte contre la fraude sur l'électricité. Il y a quelques chiffres qui sont d'ailleurs avancés pour indiquer que le mal est assez profond, et peut-être aussi c'est notre part de responsabilité dans le cadre de l'insuffisance énergétique dans notre pays. Accueillons nos invités, les premiers, en tout cas la plupart déjà installés. Accueillons Dieudonné Soumba à Temengue, monsieur le président national du PDCC. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Votre parti, c'est le parti de la démocratie pour le développement commun du Cameroun. Bonsoir, monsieur le président national. Bonsoir, très cher Jean-Jacques. Je suis très honoré, une fois de plus, que je sois invité sur le plateau, sur ton plateau, à Info TV. J'espère bien pouvoir être à la hauteur ce soir, au grand bonheur de nos téléspectateurs. Vous vivez également les délestages dans votre quartier? Bon, j'ai quand même la chance que depuis quelques semaines, du côté des sauces, nous respirons un peu. Mais sinon, en fin d'année et début de cette année, c'était le calvaire. Et moi qui suis président de beaucoup d'associations, c'était un peu difficile pour moi avec mon épouse. C'est-à-dire quand elle a payé des choses pour les garder au frais, j'ai même eu une cassation qui s'est tenue chez moi où les gens sont plaints que certains aliments avaient été un peu compris. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais bon, nous espérons, parce que Eneo, la plupart des grandes entreprises qui font la fierté et la souveraineté manifeste dans un État ont été privatisées. Nous espérons que ce soit un autre régime, parce que celui-ci, après 43 ans, nous n'avons plus trop d'espérance, pourra rétablir les choses. Comment est-ce que monsieur le président national du PDCC observe la campagne contre la fraude électrique lancée par le MINE? Bon, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que nos membres du gouvernement, là, ou bien la plupart de ces différents départements ministériels, ils lancent toujours des choses avec grande pompe, et à la fin, ça accouche toujours d'une souris. Moi, j'observe encore avec un air très, très pessimiste. J'attends bien voir... Vous êtes quand même conscient que les Camerounais fraudent beaucoup? Bon, les Camerounais fraudent beaucoup, ils fraudent beaucoup. Peut-être aussi, il ne faut pas seulement voir pourquoi les gens tombent dans la fraude. Qu'est-ce qui est la cause? Est-ce que le coût de l'électricité au Cameroun est à la hauteur du Camerounais lambda? Est-ce que obtenir une installation électrique au Cameroun, est-ce que c'est facile?
avec nos services Eneo. Est-ce que si tu as un problème, tu vas dans les agences Eneo, est-ce que très facilement, est-ce que le service est... Il y a tout ça. Et quand tu n'as pas ces réponses-là, tu mets sur le poteau. Bon, comme tu vas te connecter comme toute la gouvernance dans sa globalité, avec le régime qui nous dirige, nous on préfère... En fait, nous avons tellement parlé pendant 43 ans que nous sommes tellement pessimistes. Nous n'attendons maintenant voir que des résultats pour dire quelque chose. Benoît Feudieu, bonsoir. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, conseiller municipal, communicant du RDPC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et bonsoir aux co-discutants. La fraude électrique, ça vous parle? Comme ça parle à tous les Camerounais, je crois que d'aucuns pourraient tout simplement dire rien de nouveau. Tout simplement si aujourd'hui on a pris le temps de constater le grand cap, près de 26 milliards qu'on perd par an pour cette fraude. Et le ministre s'est résolument engagé à lancer des équipes pour essayer de diminuer ou encore du moins de faire ce qu'il peut faire. Bon, on ne peut que saluer, mais il est d'une chose réelle. Et quand j'entends le président tenter de trouver les raisons pour lesquelles des fraudes pourraient avoir lieu, moi je dis, quand il va arriver au pouvoir, certainement on va fermer toutes les prisons. Parce que les prisons n'auront plus lieu de résister. Vous croyez que le voleur vole parce qu'il avait. Il casse la maison parce qu'il n'a pas à prendre. Donc, celui qui sort son épée, il tue parce que la personne l'a gêné. Donc, en fait, c'est un vol. La fraude. Lorsqu'on fraude, la seule chose à dire aux compatriotes, c'est que lorsque vous êtes en train de frauder, vous n'êtes pas aussi différent. Même si vous pensez que vous êtes en train de voler à une échelle un peu plus bas, vous n'êtes pas aussi différent de ceux qui volent à l'échelle haut. Si on prend le code pénal, on lit. Vous allez aller en prison, il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Parce que vous avez pris ce qui ne vous appartient pas. Simplement. Donc, c'est ce qu'on peut dire à ce niveau. Mais en se connaissant, nous-mêmes, nous les Camerounais, nous connaissons que... Je pense que dans une de nos émissions, j'avais déjà fait cette analyse, là, quand on parlait de problèmes d'étiage avec l'alimentation, les alimentations. Je disais, mais attendez, quand vous approchez Eneo, on va vous faire état d'environ 1 million d'abonnés. Mais vous-même, si on évalue les Camerounais à environ 30 millions, on a au moins 10 millions qui ont un local. Vous pensez qu'ils sont alimentés comment? Simple logique. Simple question logique. Oh oui, à partir de ça, vous comprenez qu'il y a tellement de choses qui se font. Et là où je peux peut-être quand même être d'accord avec lui, si il y a moyen de faire tout pour arriver à subventionner davantage pour peut-être baisser le kilowatt, ce n'est que cette piste-là qu'on peut rechercher. Mais on ne peut pas chercher une piste pour justifier. On ne peut pas excuser le vol, mais peut-être trouver le moyen pour que tout le monde puisse avoir accès à l'électricité à des prix démocratiquement acceptables. Paul-Stéphane Mounouga, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs et même aux internautes. C'est toujours un plaisir d'être là. D'accord. Délestage, ça vous parle? Oui, ça me parle beaucoup parce que dans ma zone, par exemple, la semaine passée, ce n'était véritablement pas évident. Et parfois, vous voulez travailler. Quand vous vous levez, vous vous rendez compte que la lumière est partie. Vous sortez, vous revenez, la lumière n'est pas encore là. Vous vous rendez compte que ça freine même l'activité ou alors les activités des gens. Absolument. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent de cette électricité. Par exemple, les coiffeurs, et généralement, ce sont des gens qui vivent au jour le jour. Les couturiers même. Nous avons ceux qui utilisent des machines à écraser. Donc, vous voyez que c'est la petite économie qui est menacée avec ces délestages-là. Et j'ai envie de vous dire que ceux qui exercent dans ce secteur sont des attaquants, comme on parle au quartier. Ça veut dire que c'est quand il va sortir le matin pour attaquer qu'il aura 2500 ou 3000 et il va aller rationner sa femme. Ou alors il va faire un OM.
Donc vous comprenez que c'est un problème qu'il faut véritablement dénoncer. Maintenant, pour la fraude électrique... On dit que l'une des causes de lissage, c'est aussi la fraude sur l'électricité. Et c'est là où je vais arriver. Parce qu'en réalité, c'est tout un système là qu'il faut attaquer. Parce qu'on se focalise simplement sur la fraude qu'on voit, mais on ne voit pas le système en fait. Parce que je vais vous dire que derrière la fraude électrique, il y a tout un système où les agents des néo même sont rançonnés pour que la fraude électrique continue d'exister. Je prends le cas d'une ville comme Bankomo où j'ai fréquenté. Je peux vous rassurer qu'à notre époque, 80% de la ville de Bankomo vivait sous la fraude électrique. Mais ceux, ou alors les tenanciers de ces fraudes-là, ils monnayaient les agents des néo. La contrepartie, c'était que quand vous venez faire des inspections, vous êtes simplement monnayé et je continue à exercer ma fraude électrique. Et vous vous rendez donc compte que c'est bien ce que le ministre fait parce qu'on ne peut pas encourager le vol. Même le vol d'un œuf doit être dénoncé. Mais maintenant, est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant parce que déjà, il faut permettre à tous les Camerounais de pouvoir avoir accès à un branchement, c'est-à-dire de pouvoir s'acheter un compteur. Ce n'est pas évident déjà les coûts. Ça veut dire qu'il faut permettre que ces coûts-là soient accessibles à tous les Camerounais. Il faut également permettre que le kilowatt soit accessible à tous les Camerounais. Vous pouvez pas être dans un pays où le SMIC c'est 41 000 et le kilowatt c'est 50 francs. Ça pose un problème. C'est un paradoxe. Ça veut dire que vous êtes dans un pays où vous dites que le SMIC c'est 41 000, peut-être 200 quelque chose, mais le kilowatt du courant c'est 50 francs. Ça veut dire que le mois où vous consommez 100 kilowatts, ça fait 5 000 francs. Quand vous enlevez 5 000 francs sur 41 000, il reste 36 000. Nous, on a des factures incroyables, hein? 36 000, 40 000. Exactement. Dans les domiciles. Avec vous n'avez pas, vous fabriquez pas les sucettes, vous n'avez pas de moulin à écraser à la maison, mais carrément, on vous dépose une facture de 36 000 francs. Donc, vous comprenez que c'est salutaire ce que le ministre fait. Mais à côté de ça, il y a d'autres actions qu'il faut poser pour définitivement résoudre cette question parce que j'ai essayé de regarder quelques chiffres. On vous dit que Eneo paie environ 13 milliards par mois. Fraude électrique. Environ 13 milliards. Et on est à plus de 80 milliards par an. Vous voyez quand même que c'est énorme en termes de pertes. Or, vous voyez que si vous démocratisez les prix de l'électricité et vous rendez même ça accessible, au lieu de perdre 80 milliards, vous pouvez vous retrouver en train de perdre 30 milliards et gagner 50 milliards de plus. En tout cas, le plus important, c'est que Eneo ne perde pas et que les populations soient en mesure d'avoir dans la légalité et de pouvoir payer. Exactement. Il y a des chiffres, hein, on parle de la fraude électrique au Cameroun, c'est un fléau qui coûte cher au pays. On parle de 60 milliards au moins de francs CFA perdus chaque année, soit environ 90 millions d'euros, 91 millions d'euros. Ces pertes sont principalement dues aux branchements illégaux et aux manipulations des compteurs. Et dans les manipulations des compteurs, les agents des néo sont les acteurs majeurs. D'ailleurs, il y en a qui vous proposent cela. Que vraiment, si c'est trop fort là, je peux vous proposer ci ou cela. Les autorités camerounaises ont décidé de lancer cette opération de lutte. Hein, et on a déjà démantelé plusieurs réseaux clandestins à Yaoundé et à Douala, identifiant des cas de fraude impliquant jusqu'à 400 foyers alimentés illégalement par un seul individu. Allez, lui, on l'appelle son loulou au quartier. Voilà. Et tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Tout le monde va le voir. Il a 400 foyers. Tout seul. François, c'est mes bonsoir. Bonsoir Jean-José. Le Cameroun est formidable. Jean-José m'a mené à entrer dans cette émission avec beaucoup de sourires pour dire bonsoir à tous les Camerounais et davantage à mes copanélistes. Tous mes respects au président que je retrouve chaleureusement et à l'aîné M. Fedji. Alors je tenais absolument à saluer Jean-José, voyez-vous, des formations professionnelles obligent. Le ministre de la décentralisation est du côté de fait un véritable ranking du côté de la région de l'Est, Mindourou, Kété, Doumé à Bomban, en passant par Batouri et Manjou. C'est le mode. Il sera Dimako demain. Dimako, voilà. Dimako demain et Doumé. Alors, voyez-vous, la région de l'Est, c'est l'une des régions, sinon la plus grande région du Cameroun. Et en cela, lorsque le ministre de la décentralisation est déployé sur le terrain,
nous ne pouvons que saluer cela parce que en fait c'est le mode de gouvernance que nous avons souhaité et que nous avons voulu, parce que nous avons toujours indiqué qu'il était de bon ton que nous ayons une décentralisation pas progressive mais plutôt approfondie, ou bien effectivement approfondie, et en cela nous sommes d'accord sur le fait qu'il soit déployé de ce côté-là et nous saluons cela. Maintenant, alors, pour revenir aux questions de délestage, de fraude due à l'électricité, de manipulation des compteurs. Alors là vous parlez d'une question de services sociaux de base. Et là, ça concerne directement les ménages et donc les populations à la base, parce que toute action gouvernementale vise une seule chose, l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Et en cela, si vous ne permettez pas aux ménages d'avoir accès aux services sociaux de base, dont l'électricité, au même titre que la santé, l'éducation et bien d'autres, il y a un sérieux souci. Cela suppose tout de suite, ou bien cela on peut tout de suite voir la faillite de l'ordre gouvernant, puisque c'est pas au ministre de constater qu'il y a des fraudes auprès des ménages. En fait, l'état des lieux aurait dû faire avant même que on nous renseigne sur la renationalisation de la société, parce qu'en fait, de l'état des lieux, on devrait savoir combien nous ont coûté les barrages, il y a combien de barrages au Cameroun, quelle est l'identité de chaque barrage, on navigue chaque jour entre barrages de retenue d'eau, barrages de ceci, barrages de cela. On se serait attendu que le ministre nous indique que nous avons le besoin, l'expression du besoin de façon globale et de temps pour les ménages camerounais, comme vient de l'indiquer le grand frère tout à l'heure et M. Menunga, qui mettent quelque chose sur la table. Nous sommes 30 millions de Camerounais, environ 10 millions au moins peuvent prétendre être raccordés à un réseau, bien à avoir un local. Alors si ces ménages-là n'ont pas facilement accès à un service social, ils trouveront d'autres mécanismes, parce que vous voyez, vous Jean-Jacques, pour les politologues qui sont sur le plateau, ils savent bien ce qu'évoque cette relation entre les populations et l'ordre gouvernant, dans le contrat social. Lorsque nous avons pris notre énergie, nos voix, ce que nous avons mis entre les mains des décideurs, il est question pour eux de prendre soin de nous. Donc en cela, nous indiquons tout de suite que moi, je m'inscris en faux avec cette posture de venir constater à chaque fois, comme tout citoyen au quartier, du fait qu'il y a eu fraude, il y a eu ceci, il y a ces fraudes depuis. Les messieurs sont loulous, dans tous nos quartiers on les connaît. Donc c'est un secret de polichinelle que d'indiquer qu'il y a... Là, son bloc carnet de facturation. Tout le monde sait qu'à un moment ils vont venir déposer. Voilà Jean-Jacques, et vous voyez-vous donc, et c'est pas uniquement l'apanage des néos, il y a le même cas de figure. J'ai envie de dire que vous mettez le miroir et vous verrez. On va parler d'autres cas. On va parler de Kamwata. Permettez-moi qu'on accueille d'abord Dr Stéphane Zanga, politologue également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Info TV. Votre vêtement est bien dressé, je suppose qu'il n'y a pas de délestage dans ton quartier. Bon, j'ai peut-être cette chance et cette grâce de ne pas connaître trop de coupures d'électricité dans mon quartier, principalement le quartier Fouda. C'est une grâce. Néo repère le quartier de Zanga. On coupe un peu aussi là-bas. Bon, je vis dans le quartier d'un patriarche, le quartier Fouda, et nous sommes exemples de ce type de désagrément. Quand ça arrive, c'est les avantages quelques minutes. Dans un quartier d'un patriarche. C'est aussi... Alors parlons de ces questions de fraude. Les chiffres donnent pratiquement foi au dos. 60 milliards au moins de pertes chaque année. Mais il y a d'autres risques au-delà des pertes financières. Il y a des incendies qui sont dus également à ces manipulations des câbles électriques. Il y a pratiquement des toiles d'araignée. Vous savez, au marché Mbopi aujourd'hui, vous avez peur de lever la tête. Dans certains quartiers, vous avez peur. On ne sait pas ce qui est câble électrique, ce qui est pour le câbleur de la télévision, ce qui est pour sécher les vêtements. Tout s'entremêle et puis, très rapidement, il y a un incendie. On s'amuse beaucoup avec le courant. Peut-être que parfois, c'est mieux grâce quand il n'y en a pas. Oui, Jean-Jacques Gelop, il faut remonter pour comprendre ce problème. Les origines sont beaucoup plus lointaines. Tout part de l'urbanisation. Ouais. Quand on ne peut pas répertorier les logements, quand on est dans des constructions anarchiques, on ne peut pas savoir combien d'abonnés peuvent avoir. Parce que généralement, si nous sommes 6 sur ce plateau, nous sommes supposés habiter 6 logements et dont les 6 sont répertoriés avec des numéros. On sait que M. Jean-Jacques Zé est à X endroit et Y numéro identifie son domicile. À partir de là est né
pose un compteur, il vous répertorie comme son abonné. Si vous êtes dans un immeuble, on peut savoir que votre immeuble a 15 appartements et il y a 15 abonnés à l'intérieur de votre appartement. Ça fait donc qu'il y a une traçabilité au niveau du travail, du déploiement sur le terrain des néos. Quand dans un quartier, on ne peut répertorier officiellement qu'un logement et qu'on en a une cinquantaine construits de manière anarchique, qui ne sont même pas connus des services de la commune, encore moins du ministère de l'Habitat. Et c'est des individus, des citoyens qui vivent là-bas, ils ont besoin d'électricité. C'est dans ce flou artistique que prospèrent donc certains agents véreux des sociétés de distribution d'électricité qui alimentent... Des fois, on ne sait même pas qui est qui. Hein. Justement, qui font donc des branchements parallèles. Non identifié, il entre chez toi, il n'a pas le badge Eneo, il vous dit que non, notre travail c'est juste venir faire le pointage ou on ne sait pas. Justement, un individu, parfois c'est des bandits qui rentrent dans vos concessions pour faire un repérage. Ils se fabriquent des badges Eneo, ils viennent pour la relève. Parfois on vous introduit à l'intérieur de la maison parce que certains ont vraiment leur compteur à l'intérieur de leur maison pour des raisons de sécurité. Il a le temps de faire le repérage et revenir plus tard, filmer même à la limite et revenir plus tard avec des bandits pour vous cambrioler parce que vous êtes dans l'incapacité de l'identifier. Il y a une multitude de sous-traitants qui fonctionnent avec la grande société de distribution Eneo. Alors, il se pose même un problème d'identification de ces agents qui travaillent pour des sociétés de sous-traitance. Les branchements anarchiques, le ministre passe dans les quartiers, ils sont visibles, ils ne sont pas dans les souterrains. On voit bien comment, pour un seul poteau, nous avons des câbleurs, nous avons les fils d'Eneo, nous avons même d'autres particuliers qui viennent faire Camtel, qui viennent faire des branchements parallèles. Et quand il y a un court-circuit, c'est tout le quartier qui s'embrase. Parce qu'on ne connaît même pas la source, on ne sait pas qui a posé tel fil ou tel autre. C'est vraiment difficile d'évoluer dans un tel environnement. Je pense que c'est un problème transversal qui déborde le seul cadre du ministère de l'Énergie, qui s'étend au ministère de l'Habitat, qui s'étend même au service de sécurité et même de renseignement. Parce que quand un individu prospère dans un quartier, crée des manques à gagner énormes, que ce soit la société d'électricité ou d'eau, c'est des personnes connues qui interagissent parfois même avec ceux qui sont supposés les traquer. Oui. Parce que quand l'agent de son loulou vous dit, plutôt que de payer 35 000, je vous propose un branchement parallèle qui va vous revenir à 1500 CFA par mois. Oh là là, on aura économisé de plus de 30 000 avec l'environnement économique qui est le nôtre. Tout le monde souscrit à ça, même les personnes les plus insoupçonnées, même les institutionnels. Il y a eu à Bastos une fois une opération coup de poing de la société AES à l'époque, où, je suis désolé, des ministres et des directeurs généraux étaient connectés au son loulou. Donc c'est vraiment un problème global qui va aussi dans les mentalités d'éducation. Parce que quand nous demandons à l'État d'implémenter des politiques publiques, de développer la communauté, l'argent ne vient pas du ciel, c'est l'argent de nos impôts. S'il est réorienté vers le paiement d'une dette due à la société de l'électricité du fait de nos comportements, le développement ne suivra pas. Avec l'argent qui consiste à rembourser les manques à gagner des néos, on peut ramasser les ordures, on peut créer une société de transformation. On ne peut pas être à la fois pompier et pyromane, on ne peut pas être en train de voler l'État de manière stratégique et de manière souterraine et demander au même État de se développer parce que les fonds ne viennent pas du ciel. Donc il faut réformer les mentalités de nos citoyens. Et aussi, pour des agents des néos qui se rendent coupables de ce type de comportement, essayons aussi de voir le traitement qui leur est réservé. On a parlé tout à l'heure du kilowatt qui coûterait, je sais pas combien, et le gap entre le kilowatt et le SMIC. Est-ce que les salaires des employés sous-traitants des néos, c'est à la limite, il ne va pas demander à s'asseoir avec vous quand vous prenez votre repas à midi quand il est venu pour la relève. Parce qu'on présente même des signes de fatigue, parce qu'on ne sait pas si c'est une question beaucoup plus profonde que des simples branchements qui est extrêmement transversale. Mais c'est déjà une fraude qui doit être condamnée, oui, nous la condamnons comme telle. L'opération vise à réduire les pertes commerciales, à améliorer la sécurité en réduisant par exemple les risques d'incendie et d'électrocution liés aux installations électriques non conformes et puis régulariser les installations en invitant les consommateurs en situation irrégulière à régulariser leur situation. Monsieur le Président, il y a des nouveaux quartiers. Si vous allez dans un nouveau quartier aujourd'hui, on n'a pas prévu un poteau électrique quelque part.
vous êtes obligé de vous adosser à quelqu'un qui peut aller tirer le câble. Ouais, comment le câble est en train d'aller au quartier. Là-bas, personne ne contrôle. On ne sait plus comment ça se gère de ce côté-là. Parce qu'il y a quand même un manque de prévision. Lorsque nos villes explosent, tout le monde est rattrapé. Il n'y a pas un tuyau d'eau qui arrive là-bas dans les nouveaux quartiers. Il n'y a pas un poteau électrique qui arrive là-bas. Et du coup, il faut se débrouiller. En fait, tout à l'heure, tu vois, j'ai demandé la parole parce que, personnellement, pour ce cas des poteaux, c'est dans une autre vie, je suis chef traditionnel et ayant un espace un peu plus grand que certains de mes voisins, la Sonnelle, il y a environ 2 décennies aujourd'hui, était venu implanter un poteau. Donc le poteau qui est dans ma concession alimente près d'une dizaine de concessions. Et j'ai observé quelque chose. Parfois, quand au niveau du poteau, il y a une panne. Tu vas à Eneo, dans une agence Eneo, tu signales que sur le poteau, là, il y a une panne. Nous sommes une dizaine de concessions qui n'ont pas d'électricité. Non, pour que l'Eneo te donne un élément qui vienne dépanner le problème, il faut payer. Et payer, là, ce n'est pas 5 000 francs, c'est minimum 10 000. Autre chose que j'ai vu aussi au quotidien, le kilowatt là, apparemment, l'Eneom n'a pas un coût standard. C'est-à-dire, on va vous dire que c'est 50 francs, parce que moi personnellement, il y a environ 4 ans, Eneom, un jour, j'étais pas là, mes enfants avaient accepté qu'Eneom vienne implanter leur histoire de PPE là, compteur PPE. Et j'ai fait une remarque depuis environ 3 mois, je paye plus que je payais avant. C'est-à-dire qu'environ, journalièrement, ma maison, ma concession me coûte environ 1700 francs. Avec le PPE? Avec le PPE. Ce qui est, je suis allé là-bas la semaine dernière demander comme attends, est-ce que ma concession est une poissonnerie? On te fait comprendre que non, c'est que Eneo a plusieurs tarifaires. Et puis ce compteur PPE est comme un ordinateur, comme un téléphone. Par moment, soit ça bloque, ils ont des expressions pour t'embrouiller là. On te dit, non, c'est comme le téléphone, il faut venir nettoyer. Et ce matin, s'il y avait su même que Jean-Jacques, tu aurais eu ça comme thème ce soir, j'allais beaucoup plus... C'est pas un thème, c'est qu'on subit d'en parler. Ce matin, j'ai appelé un proche à Eneo. Il me dit, non, président, comme c'est toi là, vraiment, il faudrait, trouve-nous 20 000. On va voir à l'intérieur là comment même te remplacer ton compteur. Parce que même s'il faut que tu nous donnes 5 ou 10 000 francs pour venir arranger, nettoyer la mémoire. Donc en fait, ce compteur PPE là a une mémoire. S'il faut venir nettoyer, tu peux encore avoir des problèmes d'ici 6 mois. Donc le compteur est un peu vieux. Trouve-nous 20 000. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que je vous ai dit dans le thème là que très souvent... Quand tu subis ça, tu es obligé d'appeler le sombre-loup. Tu es obligé. Si tu n'es pas de bonne moralité, et très régulièrement, mes voisins ou mes administrés, Goukouma, c'est comment sur le poteau. Parfois, quand tu ne peux pas venir, tu es obligé provisoirement de trouver quelqu'un au quartier qui vous branche pour aller peut-être lundi voir comment arranger. Donc vraiment, il faut que Eneo même essaye, l'État essaie de nous de mettre toutes les dispositions pour que le citoyen déjà ce service-là très bien. Et puis, qu'on n'ait pas toutes ces compagnies. Quand vous payez déjà, est-ce que c'est encore à vous de payer pour que Eneo vienne vous dépanner? C'est quand même bizarre. D'accord, on va sortir de cette mise en bouche-là. François Semé voulait évoquer Kamwata tout à l'heure. Le directeur général a fait une sortie. Et là, il en veut à ses collaborateurs qui ne sont pas sérieux. Il y a des kits de branchement qui existent, qui sont stockés, mais les gens créent une pénurie artificielle. Il en va à ses collaborateurs et je faisais ce parallèle-là parce que en fait, la démarche pour avoir accès à l'eau potable au Cameroun est similaire au processus pour avoir accès à l'électricité. C'est-à-dire qu'il y a le branchement et l'abonnement. Et les deux aussi n'aboutissent à une seule chose, la pose du compteur. Et en cela, ce qui, moi, m'aura frappé ces 2 derniers jours, c'est la posture du directeur général de Kamwata, M. Blaise Moussa. Lui qui n'est pas allé du dos de la queue, puisque à la vérité, il a fait une sortie et en indiquant que ces 12 directeurs généraux régionaux avaient au minimum 80 000 kits
dans les magasins et dans les entrepôts de Kamwat et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les ménages n'étaient pas raccordés au réseau Kamwat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose étant qu'on a quand même suivi en grande pompe je crois il y a 2 ans, où le directeur de Kamwat indiquait toujours qu'il y aura environ 200 000 branchements des ménages. De face concomitamment, Jean-Jacques Zé, au ministère de l'eau et de l'énergie, on nous indiquait que désormais, pour se raccorder au réseau électrique, il y avait même une subvention, cela passait à la chaîne nationale. Vous pouvez vous raccorder en indiquant que vous pouvez payer de façon progressive et tout. Aujourd'hui, nous sommes à 0. Personne ne s'est raccordé. Et à chaque fois que vous nous faites des choses, des simulations pareilles avec l'enlèvement des ordures. Vous nous dites tous les jours que vous avez signé des conventions. Nous, on a vu un jour où on nous a dit que le Minju a signé des conventions de 82 milliards avec l'Inde pour enlever les ordures au Cameroun. Mais un matin, après les états généraux, on se retrouve que le pays ploie encore sous le coup des tas et des gisements d'ordures. Donc, on a un problème entre les faits des annonces qui sont faites et l'accès est véritablement au service. Parce que ce que le ménage veut, ce que l'individu veut, ce que nous voulons, c'est de pouvoir accéder de façon simple au service social de base. Et si vous allez vers ceux qui nous accompagnent financièrement habituellement, ils vous disent non, c'est pas seulement accéder au service social de base, mais au service social de base de qualité. Donc, nos dirigeants devraient comprendre aujourd'hui qu'il faut aller avec soit une posture un peu plus rigoureuse, un peu plus ferme, et c'est en cela que Blaise Moussa a une posture à saluer, puisqu'il a indiqué qu'ils tous s'exposaient au licenciement. Oui. Alors, 120 milliards de francs CFA pour transformer Yaoundé et Douala, c'est une nouvelle information. Une mission de la Banque mondiale séjourne au Cameroun pour impulser les projets villes et gestion foncière durable d'un montant de 200 millions de dollars, soit environ 120 milliards de francs CFA, porté par le ministre de l'Habitat et Développement urbain. Le projet vise à moderniser les infrastructures urbaines, sécuriser le foncier et intégrer la résilience climatique à Douala et Yaoundé. Les voiries et drains structurants seront construits ou réhabilités, voilà la grande nouvelle. Les drains vont être réhabilités ou reconstruits, tandis que 200 000 dossiers fonciers seront numérisés. Alors, ce projet accompagne également la réforme foncière et s'articule avec d'autres programmes nationaux pour créer des villes plus inclusives, résilientes et durables. Le montant, 120 milliards de francs CFA à mettre dans la cagnotte. Monsieur, on va parler maintenant de ce qui s'est passé au Parlement. Vous permettez qu'on respire un peu. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Le grand soir avec les invités de ce soir et vous également par le code d'accès que vous connaissez pour vos messages WhatsApp et SMS. Participez à cet échange vespéral. Changement au Parlement. Paul Biya envoie-t-il un signal fort? Je commence par poser la question au docteur Stéphane Zanga. Est-ce que c'est un signal fort ce qui s'est passé? Kava Yégué-Djibril était considéré comme intouchable, inamovible. C'est un meuble du système Biya, du régime Biya. On ne le voyait pas du jour au lendemain être ainsi mis de côté. C'est un signal fort? Oui, c'est un signal fort que le chef de l'État a adressé d'abord à ses lieutenants, le premier étant les concernés Kava Yégué-Djibril et Niat Ndjifendi, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Vous savez, le système fonctionne comme un organisme humain. Quand certains de ces organes commencent à présenter des signes de fatigue pour des nécessités de survie, le système est obligé de se régénérer à ce niveau. Il a fallu que le président écoute également des pressions qui venaient de l'extérieur. L'extérieur, ce n'est pas seulement l'extérieur du Cameroun, mais l'intérieur de la communauté nationale qui est hors du système gouvernant, qui se plaignait déjà quand même de ce que ces deuxième et troisième personnalités de la République étaient déjà extrêmement absentes. Et je disais hier sur un autre plateau que le président a constaté, entre guillemets, la vacance à la tête de ces deux chambres du Parlement, parce que les absences répétées donnaient l'impression que ces postes étaient déjà vacants et il fallait que ces derniers soient pourvus d'un sang neuf. Et le signal est que, à la réalité, nul n'a sa place assurée. Quand vous ne pouvez plus remplir les missions qui sont les vôtres de manière efficace, le président est en droit d'envisager votre remplacement. Pensez qu'ils ont commencé à manquer d'efficacité? Oui, l'efficacité, vous savez, quand vous assumez une charge comme celle-là, vous êtes un homme-institution. Donc l'institution sur le plan biologique avait déjà des soucis. Du fait justement de ces absences. On ne va pas rappeler certaines bourdes du président de l'Assemblée nationale, on ne va pas rappeler la forme physique du président du Sénat. Quand vous ouvrez, quand la session budgétaire, je vais prendre un exemple, ou alors une session du Parlement s'ouvre, c'est le président du Parlement qui préside personnellement les travaux, à l'ouverture tout au moins ou à la clôture. Et il assiste même à certains travaux de commission. Sa présence physique a un impact sur la qualité des travaux et des délibérations. Ce n'est pas le premier vice-président qui est le président de l'institution. Il y a même ils ont de la peine à asseoir quelquefois leur autorité. Vous savez, quand vous représentez quelqu'un, vous êtes certes dans la peau de la personne, mais vous n'êtes pas la personne à la réalité. Si vous invitez un ministre à votre cérémonie, il se fait représenter par son secrétaire général, cela peut vous donner l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'estime pour vous. Ou alors, il estime que la cérémonie à laquelle vous le conviez n'est pas suffisamment importante pour nécessiter sa présence. Mais est-ce que le docteur Stéphane Zanga pense que des 3 premières personnalités du Cameroun, il y a une seule qui échappe à ce constat d'absence? Le président de la République peut échapper à ce constat parce qu'il continue jusqu'ici à assurer des fonctions. Mais le président du Sénat s'est absenté de son poste des mois durant pour des raisons sanitaires. Le président de l'Assemblée nationale a dû délocaliser ses bureaux de Yaoundé pour sa localité d'origine. En termes de confort et de commodité, on parle plutôt de sa localité d'origine pour s'installer à Yaoundé. C'est le vœu de tout le monde. Mais délocaliser vos bureaux de Yaoundé pour Lomé ou Ngelemenduka, Jean-Jacques, cela témoigne de ce que, à la réalité, vous êtes déjà beaucoup plus proche de vos ancêtres que de ceux que vous devez servir du côté de Yaoundé. C'était déjà un signe. Et aussi, regardez à la cérémonie de présentation des vœux chefs de l'État, si ces 2 principaux collaborateurs qui incarnent le pouvoir législatif, qui est un pouvoir très central dans le fonctionnement des institutions, sont absents à cette cérémonie et se font représenter, il y a quand même un problème. D'accord. Avec ces éléments-là, Président Essomba Temga, avec ces éléments-là, il ne faut donc pas être surpris que ce qui s'est passé se soit passé. Non, en fait, moi j'ai vu ça hier comme un sursaut du président de la République, un sursaut du président national du RDPC, parce que c'était un peu honteux pour nous, pour le Cameroun, à l'extérieur, pour les autres qui nous regardent. Pour maintenant, est-ce que cette musique de choses qui s'est fait hier là n'est pas un signal fort? Bon, en dehors que ce soit un signal fort, oui, certainement, mais ça peut aussi être lié suite à l'élection présidentielle qui s'est tenue dernièrement. Donc, quand même, officiellement, le président Biya a eu officiellement 53%. Certainement, il faut essayer de trouver comment pimenter un peu la sauce pour que ça puisse davantage attirer les Camerounais qui ont, pour la plupart, c'est une opération de reconquête. Donc, c'est une opération de reconquête. On sacrifie certains un peu pour rebondir. En réalité, pour moi, qui est de l'opposition, je trouve que c'est un peu du saupoudrage.
c'est un peu de saupoudrage, bien que ça va quand même donner une certaine... C'est quand même les deuxième et troisième personnalités du pays. Une certaine dynamique, une nouvelle dynamique au sommet de l'État. Mais en réalité, nous sommes les Camerounais lambda, constatent et vivent au quotidien que le peuple aime, que le pays est bloqué, du sommet jusqu'à la base. Donc il faudrait que, comme le président, et je pourrais même dire que selon ce que moi j'ai vu, peut-être que le président qui a géré le pays pendant beaucoup d'années avec ces deux personnalités, se prépare déjà aussi certainement, commence déjà à annoncer que peut-être que je vais passer le flambeau parce que tous là, c'est la même génération. C'est la même génération et vivement, il faudrait que le peuple camerounais a besoin d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle impulsion. Que ce soit... Vous ne pensez pas que ça peut commencer par là? Bon, ça peut peut-être commencer par là, nous voulons que ça se poursuive. D'accord. Sur cette question de signal fort, Stéphane Mendunga, est-ce qu'on a l'impression justement que le président est en adéquation avec ces deux discours les plus marquants ces derniers temps, celui du 6 novembre et celui du 31 décembre? Déjà, je vais commencer par dire que ce n'est pas un signal fort. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir... Il y a deux grilles de lecture. La lecture du docteur Zanga s'inscrit dans la dimension institutionnelle. Parce que la science politique a deux objets. Il y a ce qu'on appelle la statologie, c'est-à-dire les institutions. Et il y a ce qu'on appelle la cratologie, c'est-à-dire la science du pouvoir. Le pouvoir dans sa conquête, sa conservation et sa pérennisation. L'acte du président de la République s'inscrit justement dans la cratologie. Parce qu'ils sont dans une logique actuellement de conservation du pouvoir. C'est ce qui justifie les actes qui ont été posés hier. Parce que quand vous faites une analyse, vous vous rendez compte qu'en fait, le système a voulu se débarrasser de deux colis qui devenaient hyper encombrants. Je dis bien hyper encombrants. Quand vous prenez par exemple le PAN, en réalité, il confondait déjà la République à une chefferie. Quand vous prenez son discours pendant l'investiture, où il dit au président de la République que je te donne le bic pour que tu fasses le remaniement ministériel. Si on fait une interprétation du présupposé et du sous-entendu, il a en train de dire au président que tu ne travailles pas. Essaye de faire quelque chose. Il a dit au président que tu ne travailles pas. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire le remaniement ministériel, pourquoi? Et ça, en réalité, c'est une faute politique. Quand vous prenez même son discours pendant les élections, où il dit qu'on n'est pas ici pour égorger les bœufs. En fait, il a l'impression justement que puisqu'il est indéboulonnable, il est tout permis. Et ses positions ne commençaient plus à arranger son système. Et les résultats des élections même démontrent qu'en fait, on devrait déjà se débarrasser de lui. Parce qu'en même temps, on est dans la logique de la conservation, mais on prépare les élections locales qui arrivent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer justement à contenter le peuple qui, selon les dernières élections, c'est comme si le peuple là nous a vomi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à couper les têtes en se débarrassant justement des colis qui sont encombrants. Parce que ce qui est vrai pour le président du Sénat et de l'Assemblée nationale est vrai pour le président de la République. Ne faites pas comme si le président de la République est un surhomme. C'est un homme. Et c'est normal qu'à cet âge, on ait ces difficultés sur le plan physiologique. Donc en réalité, ce n'est pas un acte fort. C'est un acte qui a un seul objectif. Mais qui peut être politiquement fort dans le sens de la conservation du pouvoir. Justement, dans le sens... Lorsqu'on prend les deux régions, le Grand Nord, si on va le dire ainsi, les résultats n'étaient pas forcément bons pour Paul Biya. Il a perdu dans la Damawa, il a perdu dans le Nord, il a gagné dans l'extrême Nord avec une courte avance, 45% contre 42%. À l'Ouest, ça n'a pas été facile du tout. Je disais même que c'est aussi un peu un échec de ce côté-là. Donc sur le plan politique, c'est un repositionnement qui peut être considéré comme acte fort. On a en train de dire la même chose. C'est un acte fort pour le RDPC, pas pour le peuple. Oui. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Pour le RDPC, c'est un acte fort. Il est en train de leur dire que les gars, on va en guerre, on doit conserver notre pouvoir. Mais ce n'est pas pour le peuple. Parce que les gens ont l'impression qu'on a pris une décision pour le peuple. On n'a pas pris une décision. Le peuple semble s'en délecter. Non. On n'a pas pris. La décision là, ne concerne pas le peuple. La décision, c'est que on doit gagner les élections locales. Parce que les gens ne savent pas qu'en fait, pour gagner même l'élection présidentielle au Cameroun, il faut gagner les élections locales.
Vous pensez qu'on a reporté les élections locales, pourquoi au Cameroun? Ces gens ont des études que nous, on n'a pas. Si on avait fait les élections locales avant les élections présidentielles, le RDPC ne contrôlerait pas le Parlement. C'est pour ça qu'on ne fait que reporter les élections locales, parce qu'on va être sûr qu'en allant aux élections, on peut ou on va les gagner. C'est pour ça qu'on commence à enlever le président de l'Assemblée nationale. On enlève le président du Sénat. Ne soyez même pas surpris qu'on ait un remaniement ministériel avant les élections locales. Et ce sera un remaniement des élections locales pour amener justement les électeurs de ces élections locales-là à voter le parti au pouvoir. Parce qu'ils sont conscients que, en fait, quand vous ne contrôlez pas les mairies, vous ne contrôlez pas le Parlement, vous ne gouvernez pas en réalité. Donc vous êtes en train de dire que ce qui s'est passé, Benoît Fodjo, vous allez réagir là-dessus, est juste le résultat de quelques calculs politiques, électoralistes, des calculs au profit du RDPC qui analysent les résultats de la dernière élection présidentielle et pense qu'il faut faire des ajustements quelque part. Et ces ajustements-là ont peut-être conduit à la sortie de Cavaille et de Niel. Bon, je ne sais pas à quel niveau, parce que le RDPC devrait travailler en interne dans le parti pour préparer les élections. Mais quand on pose un acte institutionnel, on suppose que c'est le RDPC qui en tire profit. Non, je crois que la cratologie que le politologue dit, c'est l'élément premier de tout pouvoir. C'est-à-dire que tous les pouvoirs pratiquent cela, font tout pour conserver le pouvoir, autant que ceux qui sont à côté font tout pour accéder au pouvoir. Pour accéder au pouvoir. Donc, ceux qui disposent, donc là, c'est un détail qu'on ne peut pas dire que forcément, lorsqu'on fait, n'est-ce pas, des changements pareils, c'est uniquement que pour répondre au parti. Moi, je veux dire que dès l'élection du président Paul Biya, vous avez fait allusion au discours de prestation de serment et de fin d'année. Il a commencé non seulement à annoncer les réformes, mais je crois que les Camerounais sont même impatients des changements, parce que le président a laissé très bien entrevoir que le changement sera fait, que ce soit au niveau des institutions législatives ou du gouvernement, tout sera fait. Je crois que chacun s'attendait. Maintenant, je pense qu'il a mis les institutions en cohérence avec les réformes annoncées. Parce que il faut commencer par la tête. Il faut préparer les hommes pour faire un travail. Si on s'en tient également à cette fatigue dont il a fait allusion, on comprendrait également que s'il faut qu'on engage des réformes, il faut d'abord également mettre du sang d'œuvre pour pouvoir y arriver. Et puis même, je ne pense même que ce soit, même pour ceux qui sont mis à côté aujourd'hui, ça peut être une surprise parce qu'on ne sait pas justement à quelle heure on doit partir. Mais je ne pense pas que ça soit aussi grave que ça. La vérité en est que depuis que ces changements ont eu lieu, même ceux qui portent la critique la plus acerbe contre le pouvoir en place, moi je n'ai pas vu une véritable critique envers cela. Même ceux qui se constituent généralement comme le fan club de certaines personnalités, personne n'a réagi. C'est-à-dire que tout le monde est unanime qu'à un moment donné, il fallait, n'est-ce pas, procéder à cela. Et lorsqu'on voit le nombre d'années qu'ils ont fait, n'est-ce pas, dans ces fonctions-là, je ne pense pas que quand on a mis autant, on s'attend vraiment à ce que la mort vous trouve forcément là. Je crois que nous vivons une période au Cameroun où ce qui n'est pas fait est revendiqué. Ce qui est fait est analysé. C'est tous les jours que nous revendiquons ici le gouvernement d'abord. Mais quoi de plus normal qu'on commence par les institutions clés de la République, qui doivent même travailler dans les réformes pour pouvoir répondre aux aspirations. C'est la meilleure façon de commencer par ces institutions clés. Le Parlement, par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre les élections qui arrivent et montrer justement qu'on a la volonté de vouloir changer quelque chose en injectant du sang neuf? Ceux qui sont là ne sont pas arrivés à l'Assemblée hier. Ils sont là depuis des années, ils sont moulés, ils incarnent l'Assemblée pour beaucoup d'entre eux. Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre pour voir quand même cette volonté à vouloir changer en mettant des gens nouveaux? Il y a tous les mêmes députés. Vous voyez les mêmes adoptés vont rester là-bas. Les mêmes qui dorment pendant les sessions sont encore là. Exactement que
les mêmes députés peuvent rester, mais dans une impulsion différente. Tout cela, les politologues venaient de rappeler que lorsque quelqu'un manque d'énergie, ça ralentit également le travail qu'il a à faire. Donc si on s'en tient à cela, ça veut dire que quand on renouvelle l'énergie, on s'attend également. Et puis chaque fois qu'on a une promotion, on veut faire tout pour être à la hauteur. On veut faire tout pour implémenter sa marque. Ça veut dire que lorsqu'on a enlevé une personnalité, la nouvelle veut quand même qu'on sente qu'il y a une différence. Et j'ai dit tout à l'heure que le président met là en cohérence avec les institutions, en cohérence avec les réformes annoncées. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'avant la fin de cette session, il doit y avoir beaucoup de dossiers qui vont arriver sur la table. D'accord. Alors, donc, il faut donc maintenant les gens pour conduire ces réformes-là. Et il a également dit que rien ne nous empêche de croire qu'un de ces soirs, on peut également faire le remaniement ministériel. Peut-être aussi. Et tout ceci, je ne pense pas qu'on le fera uniquement pour le bien du RDPC. Parce que ni ce Parlement, ni le membre du gouvernement ne sont pas les fonctionnaires du RDPC. Est-ce que ça ne dilue pas un peu le regard de ceux qui pensaient que c'est un acte fort, enlever juste le président, les remplacer et garder la même composition de ces chambres du Parlement, François Sémé? Est-ce que ça peut être un acte fort? Est-ce que ça peut être un acte impactant pour être en cohérence avec la vision des réformes et autres que Benoît Fédian a nous souligner? Je voudrais dire que c'est un acte surprenant dans la mesure où personne ne voyait arriver ce chamboulement tout de suite à la tête des deux chambres, surtout que nous sommes à la veille des élections locales et donc du renouvellement surtout de la chambre basse. Et voyez-vous, quand on parle du président Kavaï, je crois que c'est le docteur Zanga qui a utilisé une expression qui m'a semblé très intéressante tout à l'heure, l'homme institution. Donc, et en cela, voyez-vous, quand l'homme et l'institution font déjà un, il y a des codes maintenant qui font que, quel que soit le fonctionnement qui est interne et qui doit être optimal pour l'institution, on aura des difficultés à aller mesurer l'impact, le fonctionnement et tout ce qui se passe de ce côté-là. Qu'est-ce que je voudrais indiquer ici? Si vous prenez les postures du président de l'Assemblée nationale, je crois que lorsque Boko Haram commençait, c'est toujours le PAN lui-même qui avait pris parole au Pécho en indiquant que Boko Haram est dans la salle. Les Boko Haram sont dans la salle et qui ne trahirait jamais. Je crois que si vous revenez au discours de l'investiture, c'est-à-dire je vais vous faire fi de ce qui s'est dit à Marois. À l'investiture, il indique qu'il est l'ami de la première dame, donc l'épouse du chef de l'État. Je vois là un côté où il dit je ne trahirai jamais. À un moment, il dit je suis l'ami de la première dame. Ça, je crois qu'avec Axel Rod, là, on voit là le dilemme du prisonnier itéré entre coopérer et trahir. Donc, est-ce que on a toujours eu le capital fidélité du président vis-à-vis du président de la République que voudrait véritablement indiquer le président de la chambre basse lorsqu'il a indiqué qu'il était l'ami? Est-ce que c'est pas M. Menunga qui est plus dans une analyse plus sérieuse et plus objective, parce qu'il indique clairement que en remettant le bic et en indiquant qu'il est l'ami de l'épouse, ceux qui ont lu, comme l'indiquait quelqu'un ce matin encore, le prince Machiavel, voit clairement là que les rois n'aiment pas ceux qui les ont vus nus. Alors si vous êtes déjà l'ami de mon épouse, qu'est-ce que j'ai juste censé comprendre? Que c'est l'épouse qui a le pouvoir. Que c'est l'épouse qui a le pouvoir. Et là, et c'est au père choix, et c'est le jour de mon investiture. Naturellement, on doit vous dégommer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose étant que Jean-Jacques Zé, en remettant le bic pour remanier, moi je crois que on peut être là la réflexion d'un compatriote qui indiquait que personne n'a sa place assurée. Personne n'a sa place assurée dans ce gouvernement. Et nous souhaitons que cela soit même fait le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui,
Voyez-vous le président d'aller prendre le renfort au niveau du Vatican pour venir l'aider. Parce que nous avons tous analysé ici en début d'année en indiquant que le Cameroun ployait sous deux choses, les encens et les remèdes. Bon, maintenant le pape va arriver. Certainement après plus d'encens. Avec certainement plus d'encens pour nous aider, pour venir et véritablement l'aider à réaliser son remaniement. Puisque aujourd'hui, on a besoin de changement, on a besoin de réformes, on a besoin d'une énergie nouvelle. Et ce qu'on peut voir de façon physique, matérialisée par les coupures électriques, sur le plan spirituel aussi est réel. On n'a plus d'énergie. Quand vous allez dans les institutions, est-ce que ça fonctionne là-bas? Ils sont pratiquement invisibles. Donc, et vous voyez que chacun est dans la gesticulation institutionnelle pour essayer d'exister. Donc, en cela, aujourd'hui, on croit que, oui, ce qui a commencé au Parlement, pour moi, ça a été une agréable surprise. Et nous souhaitons que cela s'accélère un tout petit peu. Et qu'on nous donne la possibilité d'aller vers les élections locales. Et c'est en cela que moi, je suis toujours preneur de la démarche du président Cabral Libye et certainement des autres membres de l'opposition qui estiment qu'il faut aller vers la conquête des institutions de gouvernance au niveau local, au niveau du Parlement. Parce que si vous ne contrôlez pas, comme vient de le dérouler avec quand même suffisamment de clarté, les politologues, si vous ne gouvernez, si vous n'êtes pas dans ces institutions-là, vous êtes en marge de la gestion du pouvoir. De la gestion du pouvoir. Et voyez-vous, tout cela se passe au même moment où on nous indique que le président Chirouma est en train d'annoncer son retour au Cameroun. Donc moi je vois un peu sur le plan de l'échiquier, le président de la République reprend un peu, veut indiquer aussi qu'il reprend la main en dégommant quand même, en coupant les têtes et en se repositionnant comme l'acteur majeur du jeu politique au Cameroun. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Qui est plus fatigué que qui parmi les trois premières personnalités camerounaises? Au sommet de l'État, on assiste à la direction du pays par de hautes instructions. Pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ce qui s'est passé là, c'est signé à Beau. Monsieur Feu-Dieu, tout parti aspire à arriver au pouvoir et à s'y maintenir. Sauf que la meilleure façon de s'y maintenir, c'est d'améliorer la gouvernance pour le bien-être des populations et non le pouvoir pour le pouvoir. On va prendre encore un ou deux messages. Bonsoir Jean-Jacques, à ton plateau. Les changements intervenus au Parlement ne constituent pas véritablement un signal fort du président Paul Biya. Il s'agit là juste d'une façon d'essayer de redorer l'image politique édulcorée du Cameroun. On ne pouvait faire autrement, en patois Biboya. Antoine Vunzi à Douala, qui on voit également son message. Bonsoir. Ce qu'on voit depuis hier est un remplacement car un singe est un singe. C'est une citation. Il n'y a pas de singe à courte queue ou un autre à longue queue. Tout changement attendu viendra avec l'arrivée de l'opposition au pouvoir, Parlement par exemple. Signe Amara depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Le message est envoyé à ceux qui disent être de l'opposition concernant les changements. Bonsoir Monsieur Zé, à ton valeureux panel, s'il vous plaît. Finalement, le port de Douala, là, c'est SGS outre-Atlantique. L'affaire là est finie en queue de poisson ou quoi? Guy Dahala. Alors, pour revenir à notre préoccupation, acte fort, signal fort ou pas signal fort, selon les uns et les autres présidents Issouma, il s'agit là d'un rattrapage politique qui est en train de se dessiner. Bon, disons, peut-être que vous avez appelé rattrapage. Moi, je dirais même que c'est un peu de la tricherie. Parce que... Ou la ruse. Même pas la ruse, c'est la tricherie pour moi. Parce que l'honorable Dato, qui est devenu président de l'Assemblée depuis hier, c'est dans le cours de la prorogation du mandat. Donc, en réalité, s'il fallait donc faire confiance à Dato, il fallait attendre l'élection législative qui devait se tenir dans les mois qui arrivent là. Ça a été prorogé, donc c'est une tricherie pour redorer le blason du RDPC parce que, à la réalité, et puis il y a quelque chose que je voudrais dire là. Celui qui est élu par les Camerounais, le président de la République, c'est Paul Biya. Ce n'est pas le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale ou les ministres. Toute cette histoire où on a habitué les Camerounais, quand ça ne marche pas, on fait un remaniement ou on retire le gouvernement pour tromper les Camerounais. Non, mais ça ne marche pas parce que depuis 43 ans,
tu comptes. C'est difficile de dire que à tel niveau là, telle chose a été réussie en 43 ans. Vraiment, nous sommes des Camerounais. C'est très grave. La démocratie même, où quand on disait que bon, Paul Biya nous a amené, et dont il pourrait même s'inventer qu'il a amené, nous voyons comment depuis quelques années on arrête les opposants d'une manière arbitraire. Tu passes sur un plateau de télévision, le lendemain un préfet écrit là, on te met sous mandat de dépôt et tout ça. Donc même la démocratie, c'est très difficile au Cameroun de montrer quelque chose que le régime RDPC ou le régime Biya a. Donc c'est pas... Donc c'est pour ça que moi je dis que ce qui arrive depuis hier là, c'est parce que le régime RDPC, le régime Biya, c'est un sursaut. Ils ont constaté que la dernière élection présidentielle, ce qui s'est passé. Ils ont gagné officiellement. Maintenant, ils trouvent des voies et moyens en prorogeant. Peut-être même, tout à l'heure, là, on disait que le mandat finit jusqu'au 20. Ils risqueront même de proroger encore jusqu'à peut-être même 2028. Hein. Tant qu'eux ne sont pas sûrs. Il y a des lois. Est-ce que actuellement, la prorogation qui s'est faite tout à l'heure à l'Assemblée nationale au Parlement camerounais, en ce qui concerne les conseils municipaux, n'est pas illégal. Plus les députés par contre comprennent, elle est illégale. Ça veut dire que le RDPC et son régime, est-ce qu'il y a une population des conseils municipaux qui se passe à l'Assemblée? Nous aurions appris à l'entrée de ce plateau qu'aujourd'hui, il y aurait... Bon, pas encore vérifié. Hein. Bon, peut-être que... Moi, je suis parce que très souvent au Cameroun, quand quelque chose commence déjà sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, ils pourront proroger, tant qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent gagner les élections locales, ils peuvent proroger les élections même jusqu'en 2028, puisqu'ils sont les seuls à détenir le calendrier électoral. C'est pas comment appeler ça, quel genre de démocratie au monde. Nous sommes une démocratie très singulière. Docteur Zaga, est-ce que ce n'est pas un risque que de minimiser ces changements à la tête des chambres parlementaires? On ne peut pas minimiser ces changements, Jean-Jacques. Ils sont des changements pertinents qui, à mon avis, n'ont pas... Je vais m'inscrire en faux dans ce que mon frère et copanéliste Menunga disait. Ils n'ont pas des fins électoralistes. Pourquoi? Moi, j'ai plutôt vu un président qui a pris la pleine mesure, qui était en train de tirer les leçons du dernier scrutin présidentiel, qui a été suivi de remous, et même du scrutin de 2018. Deux régions posent principalement des problèmes dans la gestion du pays au président Paul Biya. Il y a les régions septentrionales, il y a la région de l'Ouest et peut-être aussi les régions anglophones. Et vous verrez que le poursuivant immédiat du président de la République au terme de l'élection, après l'élection présidentielle, à l'élection présidentielle, je veux dire, c'était Issa Chiroma Bakari avec son FSNC. Il y a eu une crise post-électorale. Et les compatriotes les plus véhéments qui parlaient du vol de la victoire étaient ceux des régions septentrionales et ceux du Grand Ouest. Soyons honnêtes et reconnaissons-le. Et quand il faut analyser les résultats, le président de la République perd dans la Damawa, il perd dans le Nord et il gagne avec une légère marge au niveau de l'extrême Nord. On vous suit attentivement parce qu'on voit à quel niveau vous n'êtes pas d'accord avec... ça signifie que... du côté électoraliste. Ça signifie que si c'est pour des raisons électoralistes que la redistribution des cartes s'est opérée, Kava Yégué reste en poste parce que c'est lui qui sauve le président de la République dans le Grand Nord. S'il faut tenir compte pour la dernière élection des résultats, oui, présidentiels. On perd, et le président perd dans la Damawa, il perd dans le Nord et il gagne à l'extrême Nord. Ça signifie que le président de la commission régionale de supervision de campagne pour l'extrême Nord, qui est le très honorable Kava Yégué, a fait le job. Il gagne dans le Grand Nord. Dans l'extrême Nord. 2,5 points d'écart. Il gagne de toutes les façons. À l'Ouest, quels sont les résultats du président Paul Biya dans la région de l'Ouest et principalement dans le département de l'honorable Dato pour en faire un président de l'Assemblée nationale? Il ne doit donc pas cette nomination à ses performances électorales parce que le RDPC malheureusement perd dans sa circonscription où il a conduit comme président de la commission communale les élections. Peut-être qu'il ne va donc pas apporter comme celui qui va ramener. Laissez-moi poursuivre Jean-Jacques. On n'apporte donc pas de prime à la médiocrité.
sur le terrain des performances électorales et de l'ancrage politique. On parle de Dato avant de parler de Niat. Parce qu'on n'a pas remplacé Dato. Si vous parlez de Cavaillé, parlez de Niato. Oui, je parle aussi je parle d'abord de l'honorable Dato qui est promu, parce que je parlais de Cavaille qui remplace Cavaille. Parce qu'il est une nouvelle force. Quand je vais parler des résultats de Niat, je parlerai du Lamido de Rebouba. Niat Ndjifendi, au niveau de l'Ouest, n'était pas véritablement présent à la campagne présidentielle. Il y avait ses lieutenants et ses vice-présidents qui faisaient le job pour lui au niveau de la région de l'Ouest. Par contre, le Lamido de Rebouba était en première ligne au nord pour la campagne présidentielle. l'UDPC n'a pas gagné. Il échoue lamentablement. Mais il est promu comme président, il est proposé et promu comme président du Sénat. Il ne faut pas comprendre ces promotions et cette déchéance dans l'objectif de la préparation des élections locales. Il faut comprendre cela dans l'objectif d'une géopolitique du terroir qui a toujours commandé les nominations à des hautes fonctions au Cameroun. Le Grand Nord se plaint, on a volé la victoire d'un de ses enfants, il y a un contentieux, le Conseil constitutionnel a certes tranché, mais le président qui a le souci de l'apaisement général fait d'un fils du Grand Nord président du Sénat pour neutraliser Issa Chiroma Bakari et étouffer la contestation. Au niveau de l'Assemblée nationale, l'honorable Dato... C'est que dans la région du Lamido en question, la mairie par exemple n'est pas entre les mains du RDPC. Non. L'une des mairies les plus fortes. Le Lamido de Rebouba a pour mission principale de pacifier et d'apaiser l'ensemble des trois régions. Ne perdez pas de vue, ça reste le Grand Nord dont le gouverneur Alamine était, dont M. le père Alamine était gouverneur. Il y a certains découpages administratifs, mais l'esprit reste le même. Dans l'esprit des quotas et des revendications, on parle du Grand Nord. C'est pourquoi on parle du Nozo. On ne parle pas du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, on parle des deux régions. Quand on parle de l'Ouest, on parle du Grand Ouest, on ne parle pas du Noun et on ne parle pas de l'Ouest Bamileke. Donc c'est dans cet esprit, c'est dans l'esprit des aires culturelles qu'il faut comprendre la géopolitique du terroir. Maintenant, le président de la République sait qu'il doit aller à une élection locale. Qui va impacter dans l'élection locale? Ce n'est pas les responsables du Parlement, c'est justement les membres du gouvernement. Et je veux dire... Comment cela? Je veux... Regardez les commissions, la structuration du RDPC, je parle sous le contrôle du représentant. Vous venez d'attribuer la victoire du RDPC à l'extrême nord au président de la commission régionale, qui était président de l'Assemblée. Justement. Qui n'est pas ministre, pas membre du gouvernement. Justement, j'ai fait cette allusion pour indiquer que il n'est pas remplacé à son poste parce qu'il n'aura pas satisfait le président de la République, mais parce qu'il y a un esprit de renouvellement de la classe politique. On ne remplace pas. Mais attendez, est-ce que vous allez remplacer? Est-ce que vous voyez le coach Pagou en train de remplacer, ne plus appeler Kofan à l'équipe nationale alors que c'est lui qui était le principal buteur à la CAN? On ne change pas l'équipe qui gagne. Qui a marqué le premier but au match, au premier match. Ce n'est que le premier but, mais le décompte celui qui ouvre sur l'ensemble de la compétition. Je veux dire que le président de l'Assemblée nationale est souverain. Et c'est même pas parce qu'il a remis le bic au président de la République, c'est pas ce bic-là qui a coupé la tête du président de l'Assemblée nationale. Quand on est dans une logique de séparation de pouvoir, qui reçoit le serment du président de la République? C'est le président de l'Assemblée nationale. Oui. C'est quoi la symbolique du serment? C'est des engagements qu'on prend. Quand on prend des engagements, on vous donne donc les moyens d'aller travailler. Le bic n'était pas destiné à couper la tête de Cavaille, mais plutôt permettre au président de donner des moyens de travail au président de la République. Parce qu'on ne peut pas vous assigner une mission. On ne peut pas vous assigner. Là où le président est là, lui n'a pas les moyens de travailler. On ne peut pas vous assigner. Il revient donc au président de l'Assemblée nationale, lui rappeler que vraiment si tu n'as pas les moyens, moi je t'en offre. Attendez, c'est quoi la symbolique du serment? Vous prenez un engagement. On n'est pas dans le serment, on est dans le stylo. Vous prenez un engagement devant le peuple. Et qui en est le représentant? C'est l'honorable Cavaille Yégué Djibril. Vous dites, je m'engage donc à servir le peuple camerounais. Oui. Il reçoit ce serment et il vous dit, respectez cet engagement. Vous jurez de respecter cet engagement. Et il vous, parce qu'il vous aime, il vous donne donc les moyens de travail. La séparation des pouvoirs n'est pas stricte. Elle est souple parce qu'il y a une collaboration
entre les pouvoirs. Le président de la République n'est pas le patron du président de l'Assemblée nationale. Attention, c'est trois pouvoirs qui se neutralisent. Mais c'est le président de la République. Il reste certes le président de la formation politique à laquelle est issu le président de l'Assemblée nationale. Mais là, c'est dans une logique complètement partisane. Mais dans la logique des interactions entre les institutions, il n'y a pas un pouvoir qui soit au-dessus d'un autre. Je dirais même que le plus pertinent, c'est le pouvoir législatif. Est-ce que Paul Stéphane a compris finalement pourquoi il n'est pas d'accord avec toi sur le plan de point de vue électoraliste qui aurait guidé ces actions? J'ai compris, même si je ne suis pas très d'accord, parce que déjà il faut rappeler ici que le président de la République est le chef de Kavayi Guédibril dans le RDPC. Donc ça veut dire qu'il peut décider au sein du RDPC de qui peut être le président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que tu commets une faute politique sur le plan institutionnel, je te rattrape sur le plan politique, parce que dans le parti, je suis ton patron. Parce que les deux sont liés en réalité. Vous ne pouvez pas, il est difficile de disséquer aujourd'hui le président national du RDPC et le président de la République. La distinction est visible. Il y a certains dédoublements fonctionnels, mais la distinction, nous parlons du jeu des institutions. Vous nous ramenez dans l'appareil politique qui porte les responsables à des hautes fonctions. Là, on est dans l'antichambre. L'analyse n'est pas partisane. L'analyse partisane, notamment pour moi, l'analyse est institutionnelle. L'interaction entre les différentes institutions. Et cette institutionnelle se repose un peu sur le partisan, malheureusement. C'est-à-dire, pour arriver là-bas, le socle que tu utilises pour arriver président de l'Assemblée nationale, c'est le parti. Mais l'antichambre. Bon, les réunions du groupe parlementaire RDPC, par exemple, à la veille d'une session parlementaire, ne sont pas connues. Les résolutions ne sont pas relayées au grand public. Monsieur Benoît Feudieu, c'est des tractations, c'est la diplomatie de couloir. C'est interne. Comment aller fouiner dans ce qui se passe en interne? Je n'en sais rien. De fouiner, ça nous retrouve. Je n'en sais rien. Peut-être nous pas la parole. Donc, je disais donc que il est son patron sur le plan politique parce qu'il est le président national du RDPC. Et vouloir dissocier ce qui s'est passé au sein de nos chambres des élections, j'ai envie de dire que ce n'est pas très juste. Ce n'est pas très juste. Pourquoi? Parce que en réalité, vous allez vous rendre compte aujourd'hui qu'on cherche des figures neuves qui peuvent davantage fédérer. Parce que n'oublions pas qu'on a eu des élections régionales qui nous ont enseigné. Parce que les gens font comme si on n'a pas eu les élections régionales. Et on a reçu des enseignements où on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont plus prêts à accepter des plis fermés. Il y a des figures qui ne sont plus représentatives dans leur localité. Parce que quand vous prenez même le Grand Nord en réalité, pour vous dire vrai, Kavayi n'est plus le Kavayi qu'on a connu. Pour preuve, il a voulu mobiliser les jeunes. Ça a été un échec dans le Grand Nord. Pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'il n'est plus la figure qu'il était. Parce qu'il fait partie justement des figures qui ont permis au président national du RDPC de conserver son pouvoir. Il fait partie des figures qui ont généralement permis au RDPC de gagner dans le Grand Nord. Mais, quand vous menez même une enquête sociologique, ça veut dire que vous allez même vers les jeunes du Grand Nord, ils ne sont plus d'accord avec les caciques de ce pouvoir. Il faut donc renouveler. Comment il faut donc renouveler? On se rend donc compte que est-ce qu'on ne peut même pas faire un jeu de chaises musicales? Parce qu'il ne faut pas faire comme si on ne connaît pas le Cameroun. On est dans un pays où on se soucie des préséances. On est dans un pays où quand on fait le remaniement ministériel, on veut savoir telle région. Pourquoi ils n'ont pas le Conseil économique et social? Pourquoi ils ont le Premier ministère? Pourquoi ils ont l'Assemblée nationale? Pourquoi ils ont... Dans cette reconfiguration-là, donc, on profite même, je dis bien on profite même, pour fédérer les électeurs autour de cette reconfiguration. Parce que si elle n'avait pas de visée électoraliste, ce serait Itonge Larion qui serait le président de l'Assemblée nationale. Sur quelle base? Sur la base de son expérience, par exemple. Il est le premier vice-président. Sur quelle base? Mais c'est vrai, hein? Il est le premier vice-président depuis. Je dis il est premier vice. Mais le président de l'Assemblée nationale actuelle est le 4e vice-président. Ou était le 4e vice-président? Pour preuve, celui qui est président du Sénat aujourd'hui est le premier vice-président. C'est lui qui gère le Sénat depuis. Parce qu'il y a vacances au Sénat depuis. Vous comprenez qu'en fait, Paul Biya veut justement contrôler d'abord ces foyers-là. Parce que s'il va aux élections, en l'état actuel, avec Cabral à la tête de l'Assemblée nationale,
je suis sûr qu'il perd le Grand Nord aux élections locales. Ça, c'est une évidence. C'est la même chose avec l'Ouest aujourd'hui. Il faut rattraper certaines erreurs aujourd'hui avec le Grand Ouest. C'est pour ça justement que il faut faire ce qui a été fait. Donc moi, je reste sur cette position en réalité. Les décisions qui ont été prises sont simplement des décisions qui consistent à préparer les prochaines élections locales. Et c'est pour ça que je ne serais pas surpris, j'insiste, qu'on ait un remaniement avant les élections, parce qu'il faudrait que la reconfiguration soit totale. Parce que ce sont ces élites-là qui permettent justement aux partis au pouvoir de gagner les élections locales. Et la plupart de ces élites aujourd'hui sont rejetées dans leur localité. Conclusion, ce qui se passe depuis hier est une tricherie. Est-ce que le docteur est d'accord avec tricherie? Est-ce que le président Paul Biya n'est pas à la recherche des profils forts, notamment à l'Ouest? On prend le profil d'un opérateur économique, très dynamique d'ailleurs, Théodore Dato. Avant lui, chef de la délégation régionale permanente, on est allé chercher Comidor, qui est ambassadeur du Cameroun à l'Algérie depuis plus de 20 ans, qui se retrouve à la tête de la commission de la délégation permanente régionale après le décès d'Ibrahim Bombonjoya. Est-ce qu'on n'est pas en train de chercher un profil fort pour essayer de contrôler l'Ouest, comme Paul Stéphane l'a indiqué? Je crois que votre question, elle a sa place. Elle est même bien élaborée. Et elle répond même à Stéphane. Parce que, quoi qu'on dise, la recherche des profils forts doit prévaloir pour tout dirigeant. Ce n'est pas seulement le cas de l'Ouest, c'est partout. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler de changement. Quoi de plus normal pour un chef d'État qui annonce des réformes, de chercher des acteurs qu'il juge efficaces et adaptés pour les défis actuels? Quoi de plus normal? Moi, je vois toute la contorsion que Stéphane essaie de faire pour démontrer combien de fois tout ceci est politique. Je lui dirais même que tout est politique. Dans tout ça, là, ça ne sert à rien parce que... Toi, très éloquent à l'accoutumée, mais je vois toute la difficulté. Oui, la difficulté pour expliquer cela. Vous voyez qu'il explique, ça ne donne pas. Comment ça s'appelle? Monsieur Zagara dit une chose très simple. S'il fallait travailler là-dessus, dans les régions septentrionales, c'est Cavaillé qui a permis au RDPC ou encore à Paul Biya de gagner dans sa région l'extrême nord en tant que chef de délégation permanente de la région de l'extrême nord. Non, qu'on vient nous dire ici qu'il a tenté de réunir les jeunes, il n'a pas pu. Non, non, ça c'est quand même l'analyse du quartier. La mobilisation de 1 million de jeunes. Non, ça c'est l'analyse du quartier. Non, mais est-ce que l'encadre dans l'homme politique se mesure à travers les le meeting de lancement de la campagne n'était pas... Monsieur Jean-Jacques, premièrement, ce n'est pas Cavaillé qui réunissait les jeunes, c'était plutôt le DICAP qui a Tu te contredis là. Permettez-moi de me contredire. Les pieds et les mains attendez, donc je vous dis donc, premièrement, laissez d'abord Cavaillé sur le regroupement des jeunes. Un regroupement qui a réussi à au moins 80%. Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, Stéphane qui est politologue, c'est qu'il n'y a pas deux instruments de mesure en politique que le résultat aux élections. Oui. Vous ne pouvez pas prouver que Cavaillé est déjà une figure et non appréciée de l'autre côté, une figure à rejeter, et qu'en même temps, vous êtes en train de voir travailler que dans ce climat très compliqué des élections, étant chef de délégation permanente, ayant conduit la campagne... Stéphane Zanga a bien rappelé que quand on dit Nord, c'est le Grand Nord. Non. C'est-à-dire que quand tu es cette figure... Il n'y a pas Nord, nous ne connaissons pas le Grand Nord. Nous connaissons vous connaissez plus le Grand Nord? Non. Avec le Lamido, c'est le Grand Nord. Écoutez, d'accord. Nous connaissons nous connaissons 3 réunions. Il ne faut pas toujours ramener certains compatriotes dans un bloc fermé. Il y a 3 régions. Mais c'est les le Cameroun a 10 régions. Oui. Il y a 3 régions du côté de Septentrion.
Et dans les 3 régions, Kavayegue, le camarade, il est président, il est le chef de délégation permanente régionale d'une région précise qui est l'extrême nord. Et cette région en a fait bonne figure. Ça, nous laissons là. Nous revenons donc... Nous, on n'a pas encore laissé. Non, quand vous venez au nord, on dit que vous êtes dans le Grand Nord. Vous êtes dans le Grand Nord. Que vous êtes censé mobiliser au Grand Nord. Vous êtes président de l'Assemblée nationale. Je voudrais vous dire, si on évaluait l'homme politique tel qu'il est réuni partout, il réunit toute la République, mais ce qu'on a à faire qu'à une seule personne, c'est qu'on nomme une seule personne, réunit tout le pays et puis ça va. Donc si les pouvoirs sont partagés, on arrive dans telle région, on nomme des responsables, on nomme même des départementaux, c'est parce qu'on sait que c'est chacun à son niveau, c'est une association donc fini pour la thèse de Stéphane Zanga, qui parlait du Lamido comme celui qui va pacifier le Nord. La thèse est à terre. Donc je vous le dis également que on est venu sur le cas de Datoum qui est appelé, on dit non, plutôt c'est Elarion. Ça veut dire que vous n'avez pas fait la lecture des équilibres au Cameroun, qui est un élément essentiel de maintien de la cohésion nationale. C'est pas fini. Hein. Le jeu des équilibres, il se fait depuis la base. Qui est conservé. Je dis ceci, M. Jean-Jacques. Le jeu des équilibres qui porte dans la stabilité du pays se joue à tous les niveaux, depuis la base jusqu'au sommet. C'est pour ça qu'il y a dans les concours les équilibres régionaux. Lorsqu'on fait même le remaniement ministériel, il y a les équilibres. Lorsqu'on fait n'importe quoi, il y a les équilibres. Quand on arrive à l'Assemblée, Elari et tout, est-ce que c'est la même région? Ce n'est pas la même région. Les régions jouent d'abord. Avant tout, il suffit de reconfigurer l'ensemble pour que ça devienne... Si vous bougez Elari et tout, vous allez bouger toute la République. Donc ce n'est pas au hasard. Non, je dis bien donc il y va à chaque niveau, on sait quel est l'équilibre qu'il faut faire entre les deux chambres du Parlement. On sait comment on doit jouer sur 2 régions. C'est comme ça quand on va faire le remaniement ministériel, vous verrez la même chose qu'on va jouer au niveau du premier ministère avec le Conseil économique, ainsi de suite. Donc ce n'est pas nouveau avec la Cour suprême. Tous ces jeux-là se font. C'est pour ça qu'on appelle parfois le changement non pour non. Bon, alors, donc ceci n'est pas nouveau. Donc moi je voudrais tout simplement dire, non, ça ne sert à rien de distraire les Camerounais en leur disant non, ce n'est pas pour vous qu'on a procédé à ces changements. Ce n'est même pas pour vous qu'on fera les réformes. Ça sera finalement pour qui? Parce que même si c'est pour un militant du RDPC, le militant du RDPC, il est camerounais. Donc c'est pour tout le monde. Donc le président Paul Biya a annoncé à tel enseigne que nous attendons. Tout le monde attend. On attend même plus. Donc on se dit tout simplement, voilà déjà le signal. Ça, on n'avait pas pensé à ça. Chacun ici, même si on pariait sur cette table, je ne sais pas s'il y a 2 sur 10 qui pouvaient croire que on devait faire changer les présidents des 2 chambres malgré leur état, parce que leur état ne commence pas aujourd'hui. On a toujours vécu comme ça, ils ont toujours été là, et même étant hospitalisés, ils viennent le matin là, on le relie, ils repartent. Donc, c'est ça, quand on entre dans la dynamique de changement, et c'est pour cette raison que j'ai parlé de la cohérence entre les institutions entre les institutions et les réformes annoncées. Pour dire, il faut d'abord qu'on se rassure de qui tient l'appareil pour présenter sur la table des travaux à conduire. Parce que la conduite des travaux, nous avons dit, il faut aussi qu'on soit adapté pour les défis actuels. Et je pense que c'est sur cette lecture que Paul Biya se trouve en ce moment. Et je peux aussi être d'accord avec lui. Le gouvernement peut tomber à tout moment. Ça peut tomber à tout moment. Mais loin, Stéphane, de penser que le gouvernement tombe pour régler le problème du RDPC. Et puis vous avez trop tendance à faire croire que en retardant les élections, en prorogeant, c'est tout simplement le RDPC qui gagne. Mais je me pose toujours la question, comme le candidat du RDPC à l'élection présidentielle a quand même eu 53%. Il y a les gens qui ont eu 3%. Il y a ceux qui ont eu 6%. Il y a ceux qui ont eu 30%. En ayant collecté. Donc eux aussi n'ont pas besoin de se refaire
On n'a pas besoin du sentiment. Est-ce qu'on a besoin du sentiment des gens? Est-ce qu'on a besoin du sentiment des gens pour qu'ils doivent se refaire ou ne pas se refaire? Ce qu'ils veulent, c'est qu'un calendrier soit clair. Lisez bien votre... Non, le calendrier soit clair pour tout le monde. Lisez bien la loi fondamentale. Le calendrier n'est pas connu. Oui. Lisez bien la Constitution. On dit que c'est 5 ans. Lisez bien la loi portant code électoral et vous vous y adaptez parce que ce sont les lois que nous avons votées. D'accord, je rappelle qu'une prorogation n'est pas un calendrier. Voilà. Peut-être que c'est là où on a un peu de confusion. Le calendrier dit l'élection municipale se tient après 5 ans. Ça, c'est le calendrier. Une prorogation n'est pas un calendrier. Oui. Voilà. Aussi bien qu'une prorogation ne sort pas du calendrier. Généralement, ils sortent du calendrier. Non, c'est un truc que dans un calendrier. Ils sortent du calendrier. Ils prolongent par rapport au calendrier. Lorsque vous prenez la loi, vous lisez. C'est compliqué. Hein? Vous prenez la loi, vous lisez. Oui. On vous dit l'élection, c'est pour 5 ans. Oui. Vous écrivez quelque part. Oui. Vous ne fermez pas votre loi et vous jetez. Vous lisez tous les alinéas. D'accord. Mais l'autre alinéa vous dit, mais en cas de contrainte, de force majeure ou de nécessité, il peut avoir prorogation. Oui. Vous prenez la prorogation là, vous écrivez la prorogation là va à combien de temps? Si on vous dit 10 mois, vous mettez 10 mois là plus les 5 ans. Par exemple, vous faites vos travaux politiques sur 5 ans plus 10 mois. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'avez rien compris. Et lorsque vous avez fait dans cet intervalle-là, à 5 ans, on organise l'élection, vous êtes prêts. À 5 ans plus 10 mois, on organise, vous êtes prêts. Et on n'est pas. Vous êtes dans vos postures. Il veut dire un peu. Et la loi est respectée. Ce qu'il veut dire un peu, c'est que diriger ou gouverner, c'est prévenir. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui que la présidence au Sénat est vacante. Bref, l'effectivité de la présence. On n'a pas vu la vacance. On n'a pas vu le président Nyadi Fedi au dernier défilé du 20 mai. C'est un fait. Voilà. Le président Kavaï est désigné. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est depuis 3 ans au moins, c'est quand entre Kavaï, Nyadi Fedi et Kavaï ne sont pas constants. Alors, le bureau ce moment depuis hier pour des besoins et pour des intérêts électoralistes. Président, vous allez gouverner le Cameroun. Mais je ne veux pas compliquer le calendrier électoral. Ne vous accrochez que sur ce que le Parlement a prévu. Est-ce que le législateur a prévu la maladie ou pas? Est-ce que le législateur a prévu de proroger et reprolonger le projet? Bien sûr. Comme vous l'avez fait aujourd'hui là, jusqu'à la... c'est toi qui s'il vous plaît. On a des prorogations. Il ne faut pas qu'on... Non, on n'a pas encore l'information. On va continuer. Bonsoir à tous. Il y a quel signal fort dans ça? C'est la même continuité. Tous les deux sont des retraités d'après la loi camerounaise et les jeunes sont où? Rendez-vous vos plateaux crédibles. Je ne sais pas trop. Germain, sois clair. Si tu estimes qu'ils sont des retraités, je ne sais pas comment. Peut-être la crédibilité tient... Georges, bonsoir. Benoît Feudio a-t-il des enfants? Je ne sais pas trop. Qu'il a accompagné l'ancien pan à Tokombéré pour son retour au village natal. Que vous ne regardez-vous pas l'étonnement de tous les autres panélistes? Leurs meufs ferment leur bouche parce qu'ils ne veulent pas intervenir dans votre raisonnement. Dit à monsieur qui veut nous apprendre qu'il y a séparation de pouvoir entre l'Assemblée nationale et le président de la République, énervé, quoi qu'il énerve les téléspectateurs, ne plus inviter, non, il sera toujours là. Quant aux démonstrations du RDPC, on est habitué. Merci Amara d'Abidjan. Il ne faut pas mettre les organes, d'accord? Le peuple est fatigué de la majorité obèse. Même si on remplace les boulons foirés de Saviem, on a besoin des questeurs VIP, Ouma de Ngaoundéré. Alors, il faut aller aux élections. Bonsoir, Jean-Jacques, le président de l'Assemblée nationale est aujourd'hui comme une orange pressée, donc il n'est plus assez utile pour la gagne. Antoine Vundi à Douala, qui est une très belle thématique. Merci
je souhaiterais savoir une chose, si les élections législatives et municipales sont prorogées pour le 20 décembre, est-ce que le code électoral sera encore respecté? Quelles conséquences nos élus courent? Est-ce qu'ils seront encore légitimes? Car la loi électorale donne 18 mois au président de la République de pouvoir proroger. Samaki Daniel, depuis la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun du côté de Ngaoui. Et comme c'est une question fondamentale, si c'est le cas, ce qui est en train de se dessiner, les politologues sont là. On est obligé d'aller à ces réflexions parce que là, c'est aussi le témoignage de que les Camerounais sont un peu perdus. Oui, c'est vrai qu'en principe, la loi, le code électoral prévoit pour les conseillers municipaux une prorogation de 18 mois. C'est ce que la loi prévoit. Ça veut dire qu'au-delà de 18 mois, en réalité, on a violé la loi qui existe. Or, pour les députés, il est possible qu'on ait une loi qui proroge le mandat des députés. Mais, compte tenu des contraintes financières, est-ce que le Cameroun actuellement est capable d'organiser 2 élections? 2 élections, c'est-à-dire on organise d'abord les élections municipales et par la suite on vient encore organiser les élections législatives? Je ne pense pas. Donc la rumeur sur la prorogation n'est qu'une rumeur. C'est important de le préciser. C'est ce que le grand frère Fédio voulait soulever. Parce que beaucoup mais si ça vient de l'EDP, c'est pas très sûr. Hein. C'est encore une rumeur. C'est encore une rumeur qui n'est pas officielle. Alors c'est donc ça le danger du calendrier électoral au Cameroun. Entre rumeurs, prorogation de 18 mois, mais qu'on donne d'abord 10 mois, après on dit qu'on peut encore ajouter 5, tant que ça n'a pas fait 18, ça devient quand même compliqué. On a approgé une fois, pour ce qui est des conseillers municipaux. 15 mois. De 15 mois. Donc il reste 3 mois. Est-ce que la loi a dit qu'on peut diviser les 18 mois en 2 ou 3 séquences? Vu qu'on ne dépasse pas 18 mois, on peut faire 6 prorogations. Dans l'espace de 18 mois. 18. Je vais vous partager un on n'a pas dépassé 18 mois. Mais là, on va dépasser 18 mois. Non, non, président. Non, mais c'est vrai. Non, vous êtes champion de ça. Pour le moment, fatigué. Pour le moment, le mandat reste encore là où il est. On a annoncé. Bien heureux, les maires. Ils sont à 7 ans déjà. On attend. Alors on a vu quelqu'un pour 5 ans. Il est à 7 ans. Mais ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, comme Stéphane vient de leur prendre, c'est que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution permet à ce que le mandat des députés soit prorogé. Et c'est flexible. Ça n'a pas mis une durée. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Contre le code électoral ne donne que 18 mois pour le mandat des conseillers municipaux. Mais il y a quelques jours, j'amenais une réflexion où je demandais, est-ce que la loi là, est-ce qu'il y a un verrou sur cette loi? Et les politologues sont là, ils sont en partie juristes. Je démontrais que une prorogation législative peut être annulée ou proroguée de manière législative. Ça veut dire qu'une loi annule une loi. Une loi contorsionne une loi. Au niveau du Parlement, je ne vous décourageais pas, président. Non, même si on gagne, alors donc, le Parlement peut prendre une loi pour annuler seul en adoptant ce qu'on appelle une prorogation exceptionnelle. En justifiant. Là, c'est en justifiant, bien sûr. C'est comme même tout ce processus peut être arrêté parce que peut-être l'État, compte tenu de certaines choses, décrète un état d'urgence. Et l'élection ne peut avoir lieu que lorsque l'état d'urgence est levé. L'État peut prendre une décision quand il est dans l'incapacité matérielle d'organiser l'élection. Donc pour dire que la prorogation soit législative ou constitutionnelle, il n'y a aucun verrou. En 6 ans, 7 ans, elle ne peut pas préparer l'élection. Monsieur Zanga, s'il vous plaît. Monsieur Zanga Kabaye s'est disqualifié lui-même à Mondovision à Maroa à l'occasion de la campagne présidentielle. Abo qui revient sur cette question de que s'est-il finalement passé. On va aller chercher très loin. Bonsoir Jean-Jacques. Le président de la République du Cameroun est en train d'organiser sa sortie. Le Cameroun, pour être sur le chemin, a besoin des réformes institutionnelles qui prennent leur source dans le pouvoir législatif. Il a dit
il va faire un remaniement, mais après, il repousse les élections en faisant savoir que les réformes vont au-delà du remaniement. Il faut aller au fond. Le fond, c'est redynamiser l'appareil d'État. La Constitution doit être revue. Le code électoral, l'article 66, le code de la famille, la double nationalité, etc. Il faut donner un sang neuf où les lois sont votées. Le gouvernement viendra après les élections législatives et municipales qui viennent, on n'en sait rien. Le nouveau découpage administratif arrive aussi et cela demandera une implication politique forte des jeunes, des femmes. Si vous faites une lecture de comment le Parti communiste chinois fonctionne, de comment le président chinois choisit ses généraux, vous comprendrez que le président de la République du Cameroun est en fait de même. Avoir un opérateur économique à l'Assemblée nationale est un signal fort. Un Lamido, comme président du Sénat, donne à cette chambre sa vraie couleur. La suite pour l'équilibre social du Cameroun. Il pense à un vice-président qui viendra du Nozo, un président du Conseil économique et social qui viendra de l'Est, un conseil constitutionnel, le président serait du centre, le Cour suprême littoral, la PAC, le président de la République se jouera entre le sud, le centre et l'Est. Je peux me tromper, Didier, depuis le Canada, c'est votre lecture qu'on respecte et qu'on a partagé avec ceux qui sont en plateau et ceux qui nous regardent à la maison. Bonsoir Jean-Jacques et très bonne émission. Aucun signal fort, ce n'est que normal de changer ceux qui ne sont plus actifs. Christiane et Tabac qui parlent que pense que ce qu'on a enlevé n'était plus actif. Jean-Jacques, merci pour les intelligences proposées. Pour le thème, je pense qu'on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Donc rien ne change au fond, encore que j'ai eu dire que Pierre a contesté. Suivez mon regard, rassurez-moi Jean-Jacques, le Conseil supérieur à la magistrature est réellement convoqué pour aujourd'hui? Non, mon cher. Bonne fin d'émission, Mozart, depuis Odia. François a suivi tout à l'heure cet échange autour du calendrier électoral, prorogation ou pas prorogation, opacité ou pas opacité. Le président Dieudonné est convaincu que le calendrier électoral, c'est votre expression, est confisqué. Non, mais le calendrier est confisqué par le régime BIA. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ça devient difficile d'avoir quelque chose de clair pour tout le monde? Pas la malgouvernance. Ouais. Il faut indiquer. J'ai admiré avec beaucoup d'amour et de passion, et je vous assure que j'étais religieusement connecté à M. Benoît Fédiou tout à l'heure, parce que il y a une intelligence au RDPC qui vous amène à vous interroger sur que ce soit vos capacités d'analyse ou de compréhension des faits simples et basiques. Parce qu'on vous roule de façon insidieuse dans des actions purement triviales. C'est-à-dire que on vous indique ici là que il n'y a plus une limite nette, que vous n'allez plus voir la frontière nette entre et le parti et le RDPC et le peuple. On manipule facilement de façon insidieuse le peuple, les besoins du peuple, les attentes du peuple avec la conservation du pouvoir. Moi, la question que j'ai voulu poser, étant adepte d'une philosophie, c'est la phénoménologie de Husserl. Quand nous avons des faits, on sait tous que le président du Sénat est absent depuis un long moment. Lors des cérémonies officielles, il n'est pas visible. Nous savons tous quelle est la posture du président du Parlement. Mais ça, là n'est pas le problème. Ça même, ça n'intéresse pas fatalement le peuple camerounais. Ce qui intéresse, est-ce que les attentes du peuple s'expriment par les actions qui ont été menées hier? Moi, je vais dire non. Non. Mais est-ce que les actions qui ont été posées hier sont en phase pour la conservation du pouvoir en place et pour l'affermissement de la posture du président de la République? Oui. Et maintenant, là, ça devient un message fort pour l'opposition. Et là, ça devient un message fort pour l'opposition et pour le peuple lui-même. C'est pour dire ici que n'attendez rien de moi. Pourquoi? Parce que les besoins du peuple ne sont plus pris en compte. Nous sommes dans les batailles purement politiciennes. Et ici, il est question soit de conquérir le pouvoir ou de le céder. Et ce que le président de la République nous a indiqué hier, c'est qu'il a encore les manettes de son pouvoir. Ça, il faut le comprendre. Mais maintenant, au niveau de ceux qui veulent défendre les intérêts du peuple, qu'est-ce qu'elle offre? Quelle est l'offre? Et c'est en cela que nous, on a un souci avec
peut-être nos hommes politiques. Et c'est pour cela que je continue toujours d'indiquer que je salue la posture peut-être de l'honorable Cabral, qui lui est resté sur le territoire camerounais, bataille et essaye autant que faire se peut, malgré les attaques, de mobiliser et d'intéresser les uns et les autres à la chose politique. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas occulter. On va savoir les populations de l'extrême nord et du nord. Là, on parle beaucoup du nord. Voyez-vous, est-ce que vous savez les batailles qu'il y a entre et d'un côté les communes qui sont de l'UNDP, par exemple Touboro et le FSNC qui gravitent autour, et maintenant c'est soit disposé comme l'UNDP au sud et Issa Chiruma vers le nord et le Rebouba au milieu. Donc il y a des véritables batailles de ce côté-là. Et maintenant il y a le spectre de la victoire, on va mettre les guillemets, du président Issa Chiruma. Et il annonce là son retour possible au Cameroun. Voyez-vous, ça vient jeter encore une espèce d'anathème sur les élections qui arrivent et sur la posture que peut donc adopter le président de la République aujourd'hui. Et je crois que c'est en cela que opportunément, lui, il a pris la décision de changer les dirigeants des deux chambres. Mais ici, il est question de voir réellement quelle est la posture que nous, ou bien le peuple adopte. Moi, j'aurais indiqué, ou bien j'aurais conseillé, par exemple, au président Chiruma de revenir au Cameroun en ce moment, au président Kamto de se remobiliser, et au président Cabral Libi de trouver une astuce qui peut faire qu'on se remobilise et qu'on aille vers les élections locales de façon en rang serré, parce que, je puisse vous le dire, je crois qu'il y a un panéliste qui a indiqué quelque chose sur ce plateau. Il y a un capital sympathie que le président a obtenu à partir des actions d'hier. Il faut, et c'est pour ça qu'on indique toujours que ne vous réjouissez pas du fait que l'animal est à terre et est en train de s'essorer de son sang. Non, dites-vous bien, il est fort probable que le chasseur soit mort avant. Donc l'animal est en train de se relever. Donc moi je vous indique ici que battez-vous pour vous repositionner rapidement pour achever l'animal. Donc le RDPC est épuisé. On a vu lors des élections régionales, on a vu maintenant, on voit les batailles internes même au parti. Donc il est question que le peuple camerounais accepte d'aller à la conquête des sièges au niveau du Parlement et des conseils municipaux. Parce que même celui qui est devenu président hier va devoir aller défendre son titre. Surtout que Jean, vous me permettez, il y a quelque chose d'intéressant que le docteur Zangadi a indiqué. Ils ont tous perdu les élections dans leur territoire. Que ce soit le Lamido, que ce soit M. Datou. Et en cela, vous comprenez donc que si on positionne déjà des gens qui n'ont plus cette légitimité populaire, alors il y a problème. Donc on peut les achever. Et on peut aller conquérir ces territoires. L'animal à terre. Bonsoir à tous. Le staff en place, je suis flatté par votre plateau avec vos interventions solides à chaque fois. Pour moi, il n'y a aucun signal fort. C'est toujours l'équipe en place qui veut vraiment maintenir son pouvoir. C'est plutôt à pleurer que de chanter ou sauter dans les rues. Dans tous les cas, on attend la suite avec la nomination d'un jeune homme de 32 ans environ. C'est Matakone Samari depuis Yaoundé. On fait un tour de table très rapidement. Est-ce que ce n'est pas ça le risque de se s'accouter sur cette lecture-là, que est-ce qu'il y a jeune, est-ce qu'il y a femme? Entre-temps, il y a une construction solide du RDPC qui se met en place. Justement, c'est ça le risque en même temps, parce que il faut savoir que en réalité, toutes les actions que vous voyez qu'on est en train de mener aujourd'hui, ce sont des actions qui sont destinées à l'opposition. Parce que quand on est rigoureux dans l'analyse, en réalité, le RDPC a frappé un grand coup hier sur le plan politique. En réalité, là, je m'adresse au parti d'opposition. Le RDPC a frappé un grand coup. Tout à fait. Sur le plan politique, c'est un grand coup qu'ils ont frappé. Donc, actuellement, j'ai envie de dire que c'est 1-0. 1-0. Les partis d'opposition doivent chercher à égaliser le but qui a été marqué hier. Exactement. Ils doivent chercher à égaliser le but qui a été marqué hier par le RDPC, parce que ça, c'est un but. Ça a même failli être le Zolo. Et là, je suis très sérieux. Et maintenant, Benoît Fedieu a évoqué un élément très important, parce que ça risque d'arriver, on va penser que ça n'existe pas. Il faut rappeler aux gens qu'on est dans des systèmes de représentation et les députés nous représentent au Parlement. Ça veut dire que le gouvernement peut soumettre une loi qui proroge encore le mandat des
des conseillers municipaux au-delà des 18 mois. Si le Parlement vote, c'est le peuple qui a voté. Oui, ça, c'est parce que l'émission est aussi pédagogique. Si le Parlement vote la loi, parce que ça peut arriver, parce que s'il faut organiser le code électoral comme un dogme, exactement, on peut exactement, par mécanisme institutionnellement correct. Parce qu'à l'état des choses actuelles, si on ne proroge pas le mandat des députés, on risque de ne pas tenir la session de juin. Et je ne vois pas le Cameroun ne pas tenir une session parlementaire en juin, parce qu'il y a les délais pour organiser une élection en 90 jours, et j'en oublie certainement. Or, si on ne proroge pas leur mandat, ça veut dire qu'on ne va pas tenir la session de juin. Et je ne vois pas le Cameroun ne pas tenir une session de juin. Ça veut dire qu'il est fort possible qu'avant cette session, qu'on ait une loi déposée au Parlement qui demande aux députés, est-ce que vous êtes d'accord qu'on aille au-delà de ce que le code électoral a prévu? Acte fort, coup fort, est-ce qu'il faudrait au moins amener les Camerounais à faire des réflexions un peu plus prospectives? Ce qui est fait là, ça ne s'arrête pas au choix des personnes ou un jeu de chaises ou un changement de configuration politique, parti du nord pour l'ouest, de l'ouest pour le nord. Il faut faire des lectures prospectives qui peuvent impacter justement les prochaines élections dans tous les cas. Justement, c'est dans cette dynamique-là qu'il faut s'inscrire. Je suis encore d'accord avec Paul Stéphane pour une fois cet après-midi. On va rentrer de finir en paix. Justement, c'est mon frère et ami. Et il faut justement voir ce coup politique porté hier à certaines formations. C'est un message très fort qui a été adressé aux adversaires politiques du président Paul Biya. Et le président Paul Biya envoie un double message. D'abord à ses lieutenants pour dire il faut revoir la stratégie parce que celle de la présidentielle, entre guillemets, n'aura pas marché. Il faut, c'est pour ça que je parlais de 109, repositionner un nouveau dispositif. Aller au-delà du remplacement des personnes pour voir une autre structure qui se met en place. Pour voir d'autres mécanismes, un autre état d'esprit qu'il faut impulser à cela. Quand quelqu'un perd les élections dans sa circonscription, et il est promu à entrer au poste de responsabilité, j'ai envie de dire que c'est certes l'animal blessé qui est au sol, mais l'énergie qu'il dégage, c'est l'énergie du désespoir. Quand quelqu'un qui est désespéré sort de ce studio avec fracas, il va ramasser, il va casser cette porte et se retrouver de l'autre côté parce qu'il se dit, je joue mon va-tout. Donc, le président Paul Biya est en train de remobiliser les troupes. Maintenant, pour les formations politiques de l'opposition, il faut se réadapter. Il faut tenir compte de ce coup à eux porté par le RDPC et se réinventer, mettre sur pied de nouvelles stratégies, sortir des jérémiades. Parce que s'il faut commenter la stratégie du RDPC, on perd du temps. Il faut asseoir la sienne. Il faut asseoir la sienne, tenir compte certes de la stratégie du RDPC, mais ne pas adapter sa stratégie aux jérémiades et aux lamentations. Ça, c'est préparer des défaites électorales futures. J'invite l'opposition à sortir de ce schéma et à bâtir une stratégie qui permettra d'achever donc cet animal si tant est qu'il est au sol. L'opposition sur ce plateau, Dieudonné Chomba, les autres semblent indiquer que c'est un passement de jambes, contre-pied. Le président de la République vous prend en contre-pied et que maintenant il va falloir se réadapter pour essayer d'être impactant sur le terrain. Bon, ce qu'il veut d'abord dire, c'est que ce sont les proches du régime qui ont toujours tendance à penser que l'opposition ne travaille pas. Oui. Nous travaillons très ardument. Et puis, vous savez, il y a environ 8 mois, la presse française avait considéré l'opposition camerounaise comme la plus feignante d'Afrique, vous vous rappelez? La plus bête, vous vous rappelez? Mais ce que la presse française avait oublié, c'est qu'en France, et puis quand ils avaient dit ça, la presse ivoirienne a repris. En Côte d'Ivoire, comme en France, un parti de position peut se réunir. Est-ce qu'au Cameroun, un parti de position peut se réunir? En Côte d'Ivoire, comme en France, vous pouvez faire des marches pacifiques. Au Cameroun, les marches pacifiques pour l'opposition sont strictement interdites. En France, comme en Côte d'Ivoire, la démocratie se manifeste vraiment. Au Cameroun, un président de parti politique comme je suis là, il peut arriver que le préfet du Mfundi se réveille mal demain. Il m'envoie au CNR. Donc nous ne sommes pas... Notre démocratie est une démocratie. Je veux même dire que, bon, c'est parce qu'il ne veut pas aller très loin. Bref, nous les opposants se demandent encore si nous sommes en démocratie. Mais, quand même, ça n'empêche qu'on nous réfléchissons, que nous continuons à travailler pour avoir les résultats que nous avons eus dernièrement là.
Donc pour vous rassurer, nous travaillons beaucoup. Bien que nous prenions, nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le RDPC. Parce que le RDPC aussi nous suit. Mais sauf que tellement ils nous redoutent qu'ils ne veulent même pas que nous travaillons. Ils ont dit qu'ils nous ont amené la démocratie, mais ils ne veulent pas que nous travaillons. Non, vous rappelez, le RDPC vous a fait le baromètre de vous rappelez quand même que avant une fixation sur la vous rappelez qu'avant l'élection présidentielle, l'honorable Kabal Libi, donc il l'a cité tout à l'heure, a fait le tour dans le nord. Et au nord là-bas, il a été bloqué par des gouverneurs et des préfets. Vous vous rappelez quand même que Maurice Kamto, ne pouvant pas tenir un meeting au Cameroun, et pourtant le MRC est légalement établi, il allait faire un meeting à Paris. Et avant d'aller à Paris, il avait avisé les autorités préfectorales du Vouri, du littoral, de comment est-ce qu'il a... Au retour, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a chassé du littoral. Vous vous rappelez? Ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord, c'est clair. Je disais bonsoir à ton panel. Ce n'est pas un signal à mon sens. C'est juste qu'il fallait urgemment combler le vide et l'absentéisme créant l'immobilisme qui se prolongeait à la tête du Sénat et l'Assemblée nationale. Pour le nouveau président du Sénat, le RDPC l'a juste confirmé dans une position et fonction qu'il occupait déjà. Faut-il rappeler à titre d'exemple que c'est lui qui avait reçu les vœux adressés au président du Sénat. Quant à l'Assemblée nationale, c'est le lobbying venu de Bangou, non loin de la première dame, qui a prévalu. On dit que l'actuel président était très proche de la mère de la première dame. Voilà. Les autres analyses sont des hypothèses contestables dans le contrôle des présidentielles des deux institutions. Le RDPC joue contre lui et non contre l'opposition, car l'opposition n'a jamais été en compétition de ce côté depuis des années. Le score reste donc 0 but partout. C'est Hubert Volo. Trop d'accusation contre le RDPC. Laissez l'opposition travailler, organiser des meetings, des marches, se mobiliser. Vous-même, vous avez suivi comme moi toutes ces inspirations avec des métaphores. Je ne pourrais pas dire impossible. Mais, vous savez, le RDPC, animal mort, animal en plein soubresaut, nous l'acceptons avec toute humilité. Et c'est derrière cette humilité que nous observons tout ce camp, parce que c'est quand même très extraordinaire. Vous avez suivi comment s'exprime mon copanéliste. Nous. Ça, je pense que c'est même ça qui rend également le RDPC fort, parce que dans la pluralité politique, chaque parti part pour se battre, à porter, à se faire représenter dans les institutions. Bon, la notion de parti unique regroupé autour de nous, parce que c'est l'opposition, et de l'autre côté un parti, ça c'est... Mais vous-même, vous allez aux élections avec on a et tout ça. Cela ne tient... Non, je sais que l'opposition est très très avancée avec la mauvaise foi. Vous avez compris. Vous n'allez pas aux élections avec un conjoncté depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Ce que je dis en revenant sur le sujet, c'est que le président Paul Biya, qu'on le veuille ou pas, est en train d'impulser une nouvelle dynamique. Pour le pays. Et il est là dans la démarche de rajeunissement. Il redynamise après qu'on le veuille ou pas, les deux chambres sont rajeunies au moins d'un écart de 20 ans. D'accord. Et ceux qui tiennent aujourd'hui les commandes de ces chambres, comme les gens aiment bien le physique, peuvent apprécier physiquement que ce sont des personnes prêtes. Et comme on aimerait voir ceux qui peuvent aller sur les terrains de football, je crois qu'on est servi. Et maintenant, comme on est servi, ce que nous, on attend, et que nous savons que ça vient, c'est qu'il y aura des réformes.